Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur la perme, que 15 minutes de retard, on s'améliore petit à petit, on va y arriver avant la fin de l'année, fin juin, on va arriver à débuter à et demi. On va démarrer très vite parce qu'il y a beaucoup de sujets à discuter. Bonsoir Youssef, comment ça va? Bonsoir chers amis, comment allez-vous? Tu vas bien? Très bien. Au calme? Il fait beau, au calme. T'es en forme? Ça se voit. Parfait, tant que Dieu me donne la forme, oui. Est-ce que Dieu t'a donné la foi? Ah ben ça, il n'a pas besoin de me la donner, je l'avais déjà même avant de le connaître. Il n'a pas la ref. J'ai pas la ref. Ah, Ophélie Winters, Dieu m'a donné la foi. Ouais, bah alors je suis content de pas avoir la ref. Je ne connais pas Ophélie Winters. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Voilà. Bonsoir Samir, militant décolonial. Aïe. Ouais, Aïe. ça va? Ouais, franchement, je kiffe. Eh ben, on va commencer avec la perm soft. C'est la perm soft. C'est deux, trois petits sujets légers. Tout d'abord, on va parler foot. Ah ouais, toi, tu m'enchaînes. En fait, il aime bien. Tu sais, je veux dire, il aime J'aime bien le faire un jeter truc dans Wissam. Si tu veux, tu vois, il me prend comme ça. C'est comme le lancer de nain. Tu vois, moi, je suis son nain, en fait. Il prend comme ça et... On dit les personnes de petite taille. Exactement. Voilà, excuse-moi. Les nains, c'est... Ou alors les personnes- Votre politiquement correct. Ou alors les personnes pas me grandes. répugne. Des personnes pas grandes. Juste un petit mot sur Ouais. PSG champion et Lens, quand même, parcours de dingue. C'est quand même un beau parcours, Lens. Alors ouais, de ce point de vue-là, non, PSG champion, non, dégueulasse. On s'en fout. Non, Ouais, c'est non, mais vraiment, dégueulasse, c'est même ça pas dans les va- formes, ça c'est va dégueulasse. vomir, c'est voilà, no comment, c'est un non-événement, je Ouais, dirais, ouais. et c'est Saison pathétique. Non, franchement, Lens lourd, deuxième place, mais surtout, tu vois, club populaire, Ouais, que des petits... Pas de grandes stars, au final, Ouais. à la base. équipe sans star, mais Voilà. surtout un public de ouf. Ouais. Tu vois, un public de ouf. Je sais pas si vous connaissez un peu le foot, mais Bah oui, le RC Bollard. Lens, Bien sûr. non mais toi oui, mais Stade Bollard, tu vois à Lens, à chaque avant-match, ils chantent les corons. C'était de les Bachelet, corons. C'est juste incroyable. Et non, vraie culture, tu vois, comme à Marseille, qui est troisième. Donc, c'est Ouais. deux équipes qui Ouais. vont participer à la Ligue des Champions. Donc, ça fait plaisir. Peut-être fait pas plaisir. Marseille, on verra, mais... En tout cas, si, au préliminaire. Oui, mais bon. Voilà. Ouais. Ils sont très bons dans les préliminaires à Marseille. Il y a peut-être une blague que j'ai pas. Les tours ici, préliminaires, ici, bien sûr. Ici, on est une chaîne respectable. Non, mais je parle des tours préliminaires. Moi, je sais pas à quoi tu pensais. D'accord, merci Samir pour... et Donc, le... ça, c'était le point foot. C'était non. le fois foot. Non, on va dire ça, c'était le côté un peu fun, et puis le côté un peu moins fun. Donc suite et fin, non pas fin, j'espère, mais en tout cas suite de l'affaire Vinicius, on en avait parlé Ouais. la semaine dernière, je crois, en disant que qu'il avait été victime de très très graves insultes racistes. Il a été insulté de singe par une grande partie du stade à Valence. Donc toute la semaine, ça a été vraiment un grand remue-ménage, aussi bien au niveau des politiques, des instances du football, médiatiquement. Il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a des choses quand même qui se sont passées. C'est-à-dire qu'il y a l'entraîneur de la VAR, parce qu'il faut savoir qu'il avait reçu un carton rouge. Le carton rouge lui a été retiré, parce qu'en fait, c'était lui qui avait été agressé en premier. Et le mec de la VAR, donc de la vérification vidéo, avait coupé les images. C'est-à-dire qu'il avait coupé les images où Vinicius se faisait... Ouais, c'est incroyable. Mais moi, tu sais que je l'avais vu en plus en direct. Ils avaient coupé. C'est-à-dire qu'il a... Ou... On ne sait pas. En tout cas, il a montré que la partie où Vinicius agressait. Et il n'a pas montré la partie où lui était agressé, mais très très grièvement. C'est-à-dire qu'il a reçu une strangulation pendant plusieurs secondes. Et donc, du coup, ils sont revenus sur la sanction et ils ont viré l'arbitre de la vidéo, vérification vidéo. De la VAR. Si, parce que lui, c'est lui qui choisit de diffuser les images. En fait, il envoie les images à l'arbitre. L'échantillon qu'il a coupé, si tu veux, occultait toute une partie de la situation. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a eu 7 personnes qui ont été arrêtées suite aux incidents. Donc, il y a eu 3 personnes des supporters qui ont insulté, plus 4 autres personnes qui avaient pendu une effigie de Vinicius. Ah ouais. lors d'un autre match. Parce qu'en fait, je vous invite à aller voir sur le Instagram de Vinicius. Il a posté une vidéo, un montage de toutes les situations qu'il a vécues, parce que c'était loin d'être la première fois. Ouais. Et c'est juste une dinguerie. Et c'est juste... Ce qui est très, très grave, c'est qu'en fait, le monde, en général, je parle même pas que du football, que le monde, en général, tolère ça, en fait. C'est juste un truc de malade. Donc là, on espère que le retentissement dû au statut, on va dire, de star, etc., fera qu'il y aura vraiment des mesures fortes qui seront prises, parce que il faut le voir, vraiment, allez voir cette vidéo sur Insta, peut-être que quelqu'un peut la partager sur le chat, mais c'est juste à vomir.
C'est juste à vomir comment, en fait, on tolère, parce qu'on est tous co-responsables, on tolère la négrophobie ordinaire quasiment tous les samedis et tous les week-ends dans les stades. On enchaîne un autre sujet un peu léger, on va dire, c'est, je sais pas si vous avez vu le Festival de Cannes. Oh Alors d'habitude, j'en ai rien à foutre du Festival de Cannes, mais il y a Justine Triet, qui a fait une critique, qui a reçu l'Oscar, qui a fait une critique du gouvernement, et ça fait 2 jours que les macronistes sont en PLS. Total, je sais pas si tu as une analyse sur ça, Youssef. Tu suis les Oscars? Là, j'ai suivi d'habitude. Non, les Césars, c'est les Césars. Ouais, les Césars, j'ai dit les Oscars, les Césars. D'habitude, non. Enfin, les Césars, non. C'est à Cannes, non? C'est la Palme d'Or. Les Palmes d'Or. Les Palmes d'Or. Bah oui, mais moi, tous ces trucs de bourgeois, je suis pas. Les Césars, Oscars. La Palme d'Or, c'est quand même quelque chose. Hein. Et oui, non, c'est quelque chose. Oui, d'habitude, parce que bon, on est habitué quand même à un cinéma français qui est quand même très décevant. Et il y a quand même. Il fut un temps où je suivais énormément, beaucoup moins. Mais là, du coup, mon attention a été éveillée par cet événement, là, ce petit événement. À un moment où Macron se radine et il se dit c'est bon, il n'y a personne qui m'attend, il n'y a pas de casserole en vue, d'accord, il n'y a pas de fer blantier dans le coin, etc. Et là, pas d'atraque, ça lui tombe dessus. À un moment où il s'y attendait pas, où il était tout sourire comme d'habitude, avec certaine arrogance comme d'habitude. Son arrogance habituelle, et paf, ça lui tombe dessus. Et donc, vraiment, bravo à Justine Triet, absolument, c'est très très bien. Alors, ce qui est absolument très drôle aussi, c'est ensuite les réactions de tous les bouffons et bouffonnes de cour. Les bouffons et bouffonnes de cour, j'oublie les noms tellement ils n'ont pas d'importance. Il y a cette ministre de la Culture, d'ailleurs, elle est tellement insignifiante que... Non, mais attends, elle, c'est presque une réaction de mafieux. C'est-à-dire, genre, oublie pas que... on te donne à manger, quoi. Voilà, le gouvernement finance. C'est ça. Vraiment, alors, c'est toujours cette menace. Ouais. C'est toujours cette menace qu'il y a. C'est que jamais aucun gouvernement, et ça, je tiens quand même à le dire, quels qu'aient été les gouvernements, ils étaient loin de faire notre unanimité, mais on n'a jamais vu de gouvernement qui jouait comme cela de cette histoire de subvention. Comme si l'argent sortait de leur poche à eux, réellement. Oui. Et comme si les gens étaient redevables à eux, et les gens, ils sont infidèles avec eux, donc c'est pas bien, on va couper les cordons. Mais pour qui ils se prennent C'est absolument hallucinant. Et effectivement, cette ministre de la Culture, au nom insignifiant, à mon avis, l'histoire retiendra certainement pas son nom, je vous assure. Des gens en général, mais alors là, certainement pas. C'est pas Malraux. Bon, il y a toujours... ni même Jack Lang. Ni même Jack Lang, mais on a affaire à des insignifiants et insignifiantes, mais hallucinants. D'ailleurs, à tel point que je savais même pas qu'il y avait une ministre de la Culture. Mais je vous jure que c'est vrai. Je pensais que c'était un robot qui faisait office. mais vraiment, un chat GPT. J'aurais été incapable de dire qu'il y avait une ministre de la Culture. Et le seul moment où elle sort de sa boîte, c'est pour attaquer Justine Triet. Elle sort jamais d'habitude, avec toutes les difficultés et les problèmes que la culture requiert, et puis la tension que la culture requiert, on n'entend jamais parler. Donc voilà, donc c'est formidable ce que Justine Triet a fait. Et ensuite, je vous dis, il y a tous les bouffons de cour là qui sont là, et qui les petits coqs, les petites poules aux ordres qui arrivent là et qui viennent défendre leur papa Macron. C'est absolument hallucinant. Ouais, non, c'est vraiment la réaction et la mise au pas du monde de la culture. C'est bien, ça prouve qu'il y a quand même des gens dans le showbiz, etc., qui sont conscients, parce que effectivement, elle est intermittente du spectacle, évidemment, oui, du statut officiel. Bon, elle a quand même des facilités que n'ont pas d'autres, donc c'est quand même bien d'avoir insisté là-dessus, quoi. Elle fait que profiter d'être invitée aux Flammes et concerts de Jay-Z. Ah d'accord, je croyais la réalisatrice, la ministre de la Culture. Oui, elle a été pendant qu'il y avait les manifs dehors, les manifs sauvages et tout, quand c'était le plus chaud, elle était au concert de Beyoncé. Elle. Non, mais oui. Ouais. À mon avis, juste pour boucler la perme soft. Ah d'accord, vas-y. Tu veux bien intervenir? Bah vas-y, interviendez. Interviendez, monsieur. Non, mais je voulais enchaîner sur. Alors non, parce que moi en fait, j'étais pas. C'est pas pour apporter une contradiction de façade. Mais justement, j'avais vu que Youssef sur Facebook avait félicité. Ah, tu suis les posts de Youssef? Mais moi, je suis son premier fan. Mais il ne suit pas Kardashian, mais il suit. Je suis son premier fan. Bah oui. Donc si tu veux, comme dans la chanson. Donc du coup, moi j'avais vu. J'avais fait référence à la punchline du. Bah oui. Vas-y. C'est bon. Et alors? C'est bon, je peux y aller. Tu peux y aller. Donc du coup, ça m'a entre guillemets donné envie d'aller voir l'intervention dans sa totalité. Donc bon, honnêtement, voilà, ça casse pas. Comme on dit, ça casse pas deux pattes à un canard, tu vois, ou trois pattes, voilà.
Et en fait, il y a quelqu'un qui le disait dans le chat, c'est plus les réactions autour, le petit buzz que ça a créé, que l'intervention elle-même. L'intervention, ça arrive souvent qu'il y ait des intermittents comme ça qui fassent des sorties un peu, tu vois, non mais tu vois, un peu contestataire, un peu. Il y a eu des happenings au Molière, il y a eu. Oui, il y a souvent des choses. Non, mais la Palme d'Or, c'est comme le truc prestigieux. Il y a eu au César. Non, mais au César. Non, mais je dis pas le contraire, mais au César, il y a déjà eu des choses. Et moi, je me souvenais, tu vois, de l'ambiance qu'il y avait avec Maurice Pialat. Ah oui. L'année où Maurice Pialat a eu sa palme. Oui. Je serais incapable. Je crois que c'était un peu les réactionnaires cathos, etc., qui étaient contre lui. Enfin, si je me souviens bien, un truc dans le genre. Mais c'est même pas le sujet. C'est que la tension, tu vois. Là, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la tension au niveau politique qu'il y avait dans le festival, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Là, c'est plus comment c'est répercuté dans le monde des réseaux sociaux, un peu le monde médiatique, etc. Et voilà, c'était ça que je voulais dire. C'était que l'intervention de... j'ai oublié son nom. De la jeune réalisatrice. Triet. Justine Triet. Elle vaut plus parce que les réactions qu'elle a suscitées derrière, notamment de la ministre, que par elle-même. Parce que bon, par elle-même, je veux dire, bon, c'est juste... Non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est vrai que... Non, parce qu'elle dit quand même... Non, mais attendez, faut pas qu'on passe non plus des heures sur cette réaction. Non, je sais bien, mais elle dit quand même de trois choses fortes. Hein. Et puis, et surtout, elle stigmatise l'attitude de Macron. Oui, non, mais je veux dire, c'est le discours habituel. Oui, voilà. Non, moi, je suis d'accord que c'est aussi la surréaction derrière, où c'est vraiment en mode... Pas un pet de travers de la part de la culture, sinon on vous tape dessus, on vous enlève l'argent. La ministre qui fait vraiment la chienne de garde, pour le coup, et je peux pas m'empêcher de penser que depuis les gouvernements de Hollande et c'est toujours des ministres, tu vois, indigènes qui font les sales besognes, quoi. Juste pour faire une petite parenthèse, est-ce qu'au final tu as vu Jeune Imam ou pas? Non. T'as toujours pas vu Jeune Imam? Non, désolé, ouais. Donc c'est fini pour la sperme. Il me jette sous le bus comme ça. Bah oui, mais non, mais c'est toi, tu m'as dit que tu le regarderais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pardon. C'est pas très grave. Non. On en parlera une prochaine fois. On parlera quand en live. J'irai le voir. Bah oui, si vous l'avez pas vu, ça sert à rien. On le regardera quand on en parlera quand vous l'aurez vu. Voilà. Il fallait qu'on parle. Malheureusement, c'est plus la perme soft, là, c'est la perme sérieuse, actu, avec la mort hier, il me semble, de Pierre Audin. Youssef, est-ce que tu peux dire qui est Pierre Audin? Oui, Pierre Audin qui était né en 58, je crois, hein, et qui est donc 57, et qui est donc le fils de Maurice et Odette Audin. Odette, donc sa mère qui s'est éteinte aussi il y a quelques années, et Maurice Audin, vous le connaissez, hein, qui est enlevé par les paras à la fin de la guerre d'Algérie, qui était un communiste algérien, membre du Parti communiste algérien, donc pas du Parti communiste français. Hein. Il faisait partie, son père, du PCA, pas du PCF. Voilà, il faisait partie de ces pieds noirs, de ceux qu'on appelle les pieds noirs, qui étaient au Parti communiste algérien et qui donc avait une attitude bien meilleure que le Parti communiste français, d'accord, qui était pour l'indépendance, etc. Et lui, qui était un compagnon aussi de Henri Alleg, hein, donc Maurice Audin, qui a été enlevé par les parachutistes, maintenant on le sait, bien que le gouvernement français n'ait toujours pas fait de commission d'enquête depuis, hein, de véritable commission d'enquête. Et Maurice Audin, qu'on n'a jamais retrouvé, et qui évidemment a été assassiné et dont le corps a été certainement été jeté dans la rade d'Alger à l'époque, comme malheureusement beaucoup d'autres. Hein, ce que Bijard appelait ce que la presse avec ironie appelait les crevettes Bijard. Hein. Par l'armée française, donc. Bien sûr. Ces gens qu'on prenait et qu'on balançait vivants du haut d'un hélicoptère dans la rade d'Alger, hein, et qui évidemment s'écrasait. Et donc du coup, son père a disparu. Pierre, son fils, a tout le temps porté le combat de son père, le combat pour la vérité et la justice autour de la disparition de son père avec sa mère. Quand sa mère est décédée, il a poursuivi. Et c'est assez émouvant parce qu'il y a encore... faut quand même savoir qu'il n'a eu la nationalité française. Bon, là, il avait 65 ans, hein, je crois. Ah oui, il est mort assez jeune, relativement jeune. D'une maladie grave et assez soudaine et assez rapide. Mais encore, il n'a obtenu la nationalité algérienne qu'à 55 ans, il y a à peine une dizaine d'années, quoi. Ah ouais, j'ai vu ça, et pourquoi? Alors c'est un vrai problème et d'ailleurs un vrai scandale parce qu'il n'est pas le seul. Hein. Malheureusement, il y a eu beaucoup de difficultés pour faire obtenir la nationalité algérienne à ces combattants du PCA. Je crois que parfois il y a eu une confusion entre PCA et Parti communiste français de la part des autorités algériennes, mais c'est une profonde injustice. Hein, qu'il serait bon de réparer, et même à titre posthume. Bien sûr. Hein, comme quand on sait que Fernand Yveton, par exemple, n'a toujours pas eu
On n'a toujours pas eu, qu'il repose en paix. Hein. Ouais. On n'a toujours pas eu, qui était membre aussi du PCA, qui a été guillotiné. Hein. Lui, par un tribunal français qui a été guillotiné à Alger pour son soutien au FLN. C'est absolument terrible, l'affaire Yveton. Il y a un très beau film d'ailleurs qui a été fait, que je vous demande d'aller voir, qui s'appelle À nos frères blessés, un livre et un film. Et À nos frères blessés, qui est extraordinaire, qui est très, très, très émouvant. Et bien même Yveton n'a pas obtenu la nationalité française. Pas plus que la femme d'Yveton, qui elle a survécu et qui est morte il y a quelques années. Et quant à Pierre Oudin, il ne l'a eu qu'il y a une dizaine d'années. Et l'année dernière, il était allé à Alger pour inaugurer la place Oudin. Bon, il y avait déjà une place Oudin donc à Alger, hein, comme à proximité de ce qu'on appelle le tunnel de l'université. Mais là, je crois qu'elle était inaugurée en grande pompe, etc. Et il était, donc il y a des photos qui montrent Pierre Oudin qui était en train d'inaugurer et qui, à cette occasion, a reçu la nationalité algérienne. Voilà, donc paix à son âme, qu'il repose en paix. Voilà, et que son combat continue. À travers continue. lui, on pense à tous justement ces combattants. Ah oui, alors à tous les martyrs de la guerre d'Algérie, dans lesquels on inclut justement, bien évidemment, hein, ces militants et combattants français du PCA et aussi tous ces porteurs de valises qui étaient aussi en France, hein, ou qui étaient, voilà. C'est grâce à tous ces gens-là et à leur sacrifice que l'Algérie est indépendante aujourd'hui. Et on va. Ouais, tu voulais ajouter un point peut-être? Non, Amine, juste, je réponds à cela, ouais. si vous me permettez. Il y a une rue au nom d'Yveton à Alger. Oui, une petite rue, c'était une ruelle du côté du Clos Salambier. Le Clos Salambier, c'était le quartier où il y avait tous les pieds noirs, du Parti communiste algérien. Ils étaient tous regroupés dans le même quartier, hein, ils se connaissaient tous. Il y a aussi l'aspirant, j'ai complètement oublié son nom, ça va me revenir. Oui, et en plus, d'accord. Si tu veux parler en tout cas, il y en avait plusieurs. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Et il y a une petite rue, mais malheureusement, elle est pas au niveau du sacrifice, je le dis franchement, d'Yveton. On continue avec l'actualité. Maillot, on va parler de l'extrême droitisation du gouvernement. Il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord Macron, qui a beaucoup fait parler de lui en utilisant le terme décivilisation. Pour parler du processus de violence qu'il y aurait dans la société, de la montée de la violence notamment contre les institutions. Alors, la plupart à gauche ont dit que c'était une référence à peine voilée à l'extrême droite, ce qu'on pense nous aussi. Hein. Et notamment, c'est le titre d'un livre de Renaud Camus. D'un livre de Renaud Camus. Le créateur du concept de grand remplacement. Et eux ont répondu que non, c'était une référence en fait à Norbert Elias. Et aussi, pour aller dans la même ligne, il y a Elisabeth Borne qui a fait une interview chez... Excuse-moi, ils ont dit que c'était une référence à Norbert Elias. Et le processus de civilisation. Ah oui, donc, en fait, de décivilisation, oui. Le contraire, ce serait la décivilisation, en fait. Oui, bien sûr. Oui. Tout le monde... Dans le livre Norbert Elias, La dynamique de l'Occident, qui est un excellent bouquin d'ailleurs. Non, mais je veux dire, ça, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Bien sûr. Quand vous dites aux gens, là, actuellement, décivilisation, ils vont penser plus à Renaud Camus et tout ce fantasme sur l'invasion migratoire et tout, que à Norbert Elias. Voilà. Et aussi... Dans le même sens, il y a Elisabeth Borne qui a fait une interview chez Aziza et elle mettait sur le même plan l'AFI et le Rassemblement national et elle disait que la France insoumise faisait le jeu de l'extrême droite. Donc ça, c'est une chose qui a aussi été dit par notre ami Jean-François Kahn. Je ne sais pas si tu avais vu en disant que c'était... en Amérique du Sud, hein, en disant que c'était l'extrême gauche qui avait fait le succès de je m'étais permis de faire une intervention là-dessus. C'est scandaleux. En gros, Pinochet, c'était à cause de l'extrême gauche. D'ailleurs, il y a un député, je ne sais pas si c'était un député. Tu avais vu ça? Je ne sais pas que tu l'avais vu ça. Un député EFI qui a rappelé que déjà Pinochet a été soutenu par la CIA. Il y a eu un clash avec Kahn. Et évidemment. Elle a quand même dit que l'ERN n'avait pas changé, on est d'accord, parce qu'ils sont notamment très pétainistes. Elle semble avoir oublié l'hommage de Macron à Pétain. Et elle semble avoir oublié aussi les multiples clins d'œil que Macron fait au RN. Oui, et pour terminer, elle a encore rajouté sur la France insoumise en disant que la France insoumise veut déstabiliser notre pays sans prendre à nos institutions et ainsi il fait le jeu de l'extrême droite. Mais oui, non, mais vos réactions. On a un discours de guerre, mais je crois que même au plus fort de la guerre froide, aucun gouvernement français, je dis bien, ne s'était permis de dire ça. Je ne suis même pas sûr que ça a été dit par rapport au Parti communiste au plus fort de la guerre froide. Hein, vous savez, lorsque c'était pré-insurrectionnel, etc. Hein, de parler en ces termes de l'AFI, mais qui est vraiment toute gentille, l'AFI. non, mais je dis, c'est de la rigolade, parce que l'AFI, franchement...
alors, on aime bien Mélenchon, etc. Bon, on a quand même quelques accointances. Bon, mais alors, présenter la FI comme étant, non, mais c'est n'importe. Mais de quoi elle parle? Non, mais c'est l'invention d'un ennemi. Hein, on s'invente un ennemi implacable, irréductible, sauvage, barbare, etc. Et transformation en ennemi de l'intérieur, hein. Déstabiliser le pays. Hein. Déstabiliser le pays, le complot, l'ennemi intérieur, c'est du Orwell, quoi. Hein. C'est du Orwell, je veux dire, non mais c'est absolument hallucinant. Bah, c'est ça le discours de guerre. C'est un discours de guerre. Madame Borne, qui effectivement fait semblant de se rappeler que le Front National existe et qu'il n'a pas changé. Oui, il n'a pas changé, mais finalement, ce gouvernement est très gentil avec le Front National. Mais quand a-t-on vu ce gouvernement attaquer vraiment et c'est parce que sur quelle radio elle parlait? Radio J. Sur Radio J. Oui, donc voilà, chez Aziza. Non mais attendez, chez Aziza, non mais ce gros réac. Il avait pas des affaires mais bien sûr, il avait des affaires de mœurs, bien sûr, des affaires de mœurs. Sur la chaîne parlementaire. Oui, d'ailleurs, il avait été, ça me dérange pas. Il avait été exfiltré. Mais bien évidemment, il a été juste mis à pied pendant une quinzaine de jours et c'est tout. Alors c'est Aziza qui a un énorme réac. Enfin, on va pas parler de lui. Ouais. Mais toujours est-il que Borne, forcément, elle était forcée de dire un petit mot sur le RN, hein, vu qu'elle a été. Mais c'est du gros mensonge. Elle n'a absolument rien à faire du RN. Il s'accommode parfaitement du RN. À l'Assemblée, on les voit, ils sont comme cul et chemise ensemble. Hein. Et bien évidemment qu'ils préfèrent le RN à mais bien sûr que leur ennemi c'est la FI. Alors non, c'est absolument scandaleux, je le dis très bien parce que les propos de Elisabeth Borne sur l'immigration par exemple, hein, rejoignent complètement les propos du RN. Hein, et on l'avait dit d'ailleurs et c'est quand même Elisabeth Borne qui avait parlé qui avait lancé des menaces quand même sur la Ligue des droits de l'homme. Faut quand même pas l'oublier. Hein. Jamais un gouvernement français ne s'était permis de lancer des menaces pareil à la coupure des subventions, à la rupture des subventions contre la Ligue des droits de l'homme. Attendez, c'est même pas contre la FI, hein, contre la Ligue des droits de l'homme, la vénérable Ligue des droits de l'homme. Hein. Au pays des droits de l'homme. Au pays des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, qui est quand même l'institution, l'organisation française la plus ancienne de ce pays, il faut le savoir. Ah ouais. Bah oui, elle a été créée au moment de l'affaire Dreyfus, hein, 1898, et en gros quelques années plus tard. Donc voilà, c'est l'institution, la formation politique la plus ancienne. Hein. Oui, parce qu'elle a même précédé la CGT, elle a même précédé. Enfin bref. Alors voilà, et c'est avec la Ligue des droits de l'homme que naît la gauche. Hein. Même le concept de gauche, c'est avec la LDH que ça naît. Hein. Bon, toujours est-il que c'est scandaleux, c'est obscène. Voilà, je ne trouve pas d'autre mot que c'est de l'obscénité politique. Ouais. Samir, tu voulais... Non, j'attendais. Non, je voulais juste lire le commentaire. Le RN n'a jamais changé. Du coup, ils n'ont pas appelé au barrage républicain ou législatif. C'est vrai que si tu dis que le RN n'a pas changé, ça va en contradiction avec le fait que tu n'as pas appelé à voter contre Samir. Alors déjà, voilà, la première chose que je voulais dire, c'est qu'il faut bien se prendre conscience que ça se déroule dans un certain contexte. C'est-à-dire que là, on va discuter dans les prochaines semaines la nouvelle loi immigration, que le gouvernement recherche une alliance avec les LR, avec ce qu'ils appellent la droite républicaine. On a vu la réponse des LR d'ailleurs. Et que les LR ont fait des propositions très 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 droitières pour amender à l'avance, j'allais dire, le projet de loi. Donc déjà, on est dans ce contexte-là. Ça veut dire que tout à fait. Elisabeth Borne, elle doit donner des gages, j'allais dire, de droite républicaine, si on peut dire, de droite républicaine compatible avec le LR, et en même temps corneriser le RN en les rejetant de l'arc républicain. En disant, voilà, vous les LR, vous êtes dedans. Eux, ils sont clairement à l'extérieur parce que héritiers de Pétain. De la même manière, on va faire exploser la NUPES en disant que la FI est un parti factieux, etc. Donc en gros, il reste que nous pour pouvoir trouver une alliance objective et qui puisse permettre de gouverner dans les prochaines années, quoi. En gros, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Donc je pense que il y avait vraiment avec l'histoire de la décivilisation et l'histoire de héritier de Pétain, il y avait vraiment cette volonté d'isoler en fait à l'extrême droite le FN, à l'extrême gauche l'AFI, et de dire voilà, en gros, le seul plan viable, c'est que ce bloc bourgeois, mais qui s'est déporté vers la droite durant on va dire les années Macron, parce qu'on est parti sur un Macron qui était du PS quand même, qui était dans un gouvernement PS, et là il y a le glissement à droite s'est effectué, et moi l'intuition que j'ai, c'est que c'est aussi une manière
de préparer une rampe de lancement pour Darmanin. Ouais. Que Darmanin puisse incarner justement ce point d'équilibre entre les LR compatibles avec la Macronie et la Macronie qui aura glissé vers la droite. Et je termine en disant que même au sein de la Macronie, ils l'ont perçu. Et la partie gauche de la Macronie commence à... Celle qui est là, mais non, mais c'est le centre-gauche, quoi. Ouais, mais il y en a des anciens élus socialistes. Pas uniquement élus, mais même des gens qui avaient l'habitude de voter socialiste. Mais ils existent, la plupart du temps, ils ferment leur gueule. Et qui vont se retrouver avec quand même... Ils vont à la gamelle, et là, ils ont commencé à s'exprimer en disant, attention, n'allons pas trop loin dans la droitisation de la Macronie. Mais pas trop loin. Voilà, la soupe est bonne, mais bon, Bellec, quoi, faites ça discrètement. Donc voilà. Et c'est vrai que Ryan a raison, c'est aussi, il y a eu tout un discours là actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, de mise en avant du modèle danois sur l'immigration pour convaincre la gauche. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait la gauche danoise? Elle a dit on va prendre le programme d'extrême droite sur l'immigration et on va être plus ferme parce que c'est ça être de gauche. Comme ça, on sera tranquille en plus. Non, mais c'est vraiment les intérêts des Danois avant tout. Français d'abord. Les propositions de LR, elles sont ultra répressives. Ultra répressives avec vraiment... Une restriction très très forte sur les demandes d'asile, sur le regroupement familial. On le voit, moi je sais que je connais des personnes qui cherchent à se regrouper avec leur conjoint ou leur conjointe et les enfants, etc. Et d'année en année, c'est de plus en plus compliqué. Les mesures, les démarches, elles sont ralenties, elles sont rendues de plus en plus compliquées avec... tu dois avoir des appartements de plus en plus grands, des revenus de plus en plus importants. Et en fin de compte, on met des règles qui, en fait, de fait, ne sont pas applicables, réalisables. Qui ne peuvent pas atteindre. Mais de toute façon, on le voit bien, que ce soit aussi bien en Italie. Darmanin s'est fait fort l'autre jour de se moquer de la petite Mussolini. De Mélanie. Et aussi bien en Angleterre, parce qu'on a bien vu que devant le Brexit, rappelons que le Brexit était quand même fondé sur le rejet de l'immigration. Un des fondements du Brexit, l'argument choc, c'était l'immigration. Eh bien, je lisais un article hier qui montre qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration, et même clandestine en Angleterre, que depuis le Brexit. C'est-à-dire que ça n'a servi à rien. Et pareil pour l'Italie. De leur point de vue, quoi. De leur point de vue, bien évidemment. C'est peut-être la merde, il y a encore des immigrés. non, mais c'est Brexit, hop, oui, parce qu'on est devant des flux de population. Et on le sait bien, et aucune mesure ne pourra jamais les arrêter. Je crois que c'était le président algérien Boumedienne qui l'avait dit il y a très longtemps, vous vous souvenez, dans les années 70. Ça, c'est la citation que sortent beaucoup les fachos pour faire peur. Il avait prophétisé. Oui, parce que tant que le monde marchera sur la tête, ce sera comme ça. Rien n'empêchera jamais les peuples du Sud de partir à l'assaut des supermarchés du Nord. Je veux dire, dans la mesure où on a vidé ces pays, on a détruit les agricultures vivrières, on a imposé un ordre économique avec des rapports inégaux, etc. Avec tout cela, voulez-vous que les gens du Sud se suicident et que qui restent dans leur misère, sages dans leur misère. On dirait c'est dommage, on n'a pas de chance. Pas de chance. On est né au mauvais endroit. On va rester là. Mauvais moment, mauvais endroit. Monsieur Boussois, pendant combien de temps? C'est-à-dire, on doit payer pendant combien de temps? Je pose la question. Écoutez, je vais vous dire une chose. L'Algérie, ça a duré 132 ans. On a encore un petit temps à rester, quoi. on a un peu de marge. On va pratiquer l'équivalence. 2 fois plus. Voilà, oui, parce qu'il y a. Avec les intérêts. C'est comme les intérêts. C'est des années d'intérêt, quoi. C'est des années d'intérêt, quoi. Je veux dire. Bon, on est encore là pour un petit bout de temps, quoi. C'est 132 hors taxe, quoi. Oui, 132 hors taxe, c'est ça. Pour l'Algérie. Pour nous, la colonisation, elle a commencé en 492. Ah bah oui, en plus. 600 ans, ah bah oui, mais bien sûr. Et en plus, on est gens, oui, parce qu'on a les Indiens avec nous quand même. Bien sûr. Sur ce coup-là. Sur ce coup-là, bien sûr. Ah bordel. Mais c'est comme ça, quoi. En tout cas, il y a vraiment une extrême droitisation. Alors, le problème, c'est qu'on sait très bien qu'en fait, toutes ces mesures, elles sont faites pour faire pression sur les travailleurs immigrés sans papier. Enfin, moi, je dis pas sans papier, je dis privés de papier, parce qu'en fait, ils sont privés de papier. Et on va pas rentrer dans les explications. Vous savez que des tas de gens qui avaient leur papier les ont plus à un moment.
pour n'importe quoi, un truc administratif. Ouais. Ils ont mal lu une directive, ils sont pas venus au rendez-vous. C'est fait pour ça, Ils l'administration. sont pas venus au rendez-vous parce qu'ils savaient pas. On leur fixe un rendez-vous un an à l'avance. Il y aurait une émission à faire. Mais bien sûr, c'est odieux. La galère. Et une fois qu'ils ont raté, ils deviennent clandestins. Ouais. Alors comme évidemment, ils vont pas repartir, mais on continue à les employer. Ils continuent à payer des impôts. Parce qu'il y a des études qui le montrent, l'immense majorité des privés de papier, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, il ne faut pas les sans-papiers, ils sont privés de papier, ce sont des ouvriers privés de papier, eh bien, travaillent, l'immense majorité, et payent des impôts. Mais ils payent déjà la TVA. Ils payent les TVA, mais même les impôts directs. Déjà, Moi, j'en ai connu plus d'un de copains qui n'avaient pas de papier, mais ils payaient. Il y a même eu un reportage à la télévision, mais ils disaient, regardez, je paye des impôts alors que je n'ai pas de papier. Ouais. Et c'est absolument hallucinant. Des impôts directs. Ouais. Donc voilà, ça, ils ne l'oublient pas par contre. Ouais. Donc voilà, ce sont des gens qui payent les retraites justement, c'est une population jeune généralement en plus, plutôt jeune, l'immigration. Ouais. Donc voilà, qui donnent le meilleur d'eux et qui même souvent parfois vont être privés de retraite eux-mêmes par des tas de magouilles parce qu'ils n'ont pas eu des carrières complètes, ils n'ont pas retrouvé tous les papiers, etc. Donc c'est absolument scandaleux. Et voilà. Donc de toute façon, rien n'empêchera. Donc vraiment le bon sens. Voudrait simplement que ces gens soient régularisés. Quand on pense qu'il y a 3,5 millions d'immigrés syriens en Turquie, qu'il y en a 1,5 million au Liban pour une toute petite population. Mais normalement, en plus, ça, c'est un truc qu'on n'entend plus dans l'extrême gauche, le truc de régularisation des sans-papiers. Alors que c'était un classique, quoi. C'était un classique, quoi, la régularisation des sans-papiers. Parce que l'extrême droitisation du centre ou de la plus droite, j'allais dire ce qu'on appelle républicaine de gouvernement, elle impose. Il y a un mouvement de plaque, quoi. C'est-à-dire que la gauche, des fois, perd des fondamentaux parce qu'elle est tellement engluée dans ce discours en permanence d'extrême droite qu'ils en arrivent à plus avoir le courage et la capacité de tenir ce type de discours qui sont au contraire qui sont vraiment d'actualité. Oui, et vous avez raison pour le. Tu veux du gâteau ? Tiens. Oh oui, après. Mais c'est vrai que quelqu'un le mentionne, Yucadema, sur le Grand Paris et sur les Jeux Olympiques, là. Les pauvres, les SDF. Oui. Alors, qu'on veut virer, mais aussi tous ces gens privés de papier qu'on emploie. Parce qu'on va leur donner des dérogations pour cela, on a tellement besoin de main-d'œuvre. Et là, on va fermer les yeux un petit peu sur le fait qu'ils n'ont pas de papier. Les JO, c'est une dinguerie. Non, mais c'est pas un appel au boycott. Entre le prix des places, complètement hallucinant. Deuxièmement, cette histoire là de virer, d'invisibiliser toute la misère qui est malheureusement présente à Paris et autour de la région. Il y avait un troisième truc que je voulais dire. Il y a les chambres du Crous. Les étudiants, ils doivent quitter leur chambre du Crous plutôt pour accueillir. Qui sont réquisitionnés, absolument. Pour les sportifs. Oui, tout à fait. Non, mais c'est des trucs de ouf. C'est des trucs de ouf. Et je veux dire, c'est une vision du monde en fait. C'est une vision du monde. La directrice qui a dû démissionner parce qu'il y avait des malversations. Enfin, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Pour les bénévoles des JO, d'accord. Pas pour les. Moi, j'avais entendu pour les sportifs. Apparemment, c'est pour les bénévoles des JO. Et voilà. Le troisième truc que je voulais dire, dinguerie aussi. Merci, astrologie. C'est au niveau de. Là, j'ai entendu ça il y a quelques jours. En fait, ils ont tellement peur de ce qui pourrait se passer durant les JO en termes de sécurité, tu vois, d'événements, d'incidents, etc., qu'ils forment à tour de bras des agents de sécurité. Tour de bras. Et actuellement... Là, ça va recruter. Écoute bien, Youssef. Actuellement, les gens qui veulent se former, qui cherchent une formation, par exemple, je sais pas, moi, je veux faire une formation de programmeur informatique. On va me dire non. Là, il faut faire une formation d'agent de sécurité. Ouais. Ah oui. Et il y a plein de mecs, notamment des mecs... beaucoup de jeunes vont être orientés vers... qui sont réorientés parce qu'on leur refuse une formation que eux souhaitent faire en leur disant que ce n'est pas, comment dirais-je, ça n'est pas un tremplin vers l'emploi et que par contre... on peut leur proposer des super formations pour la sécurité avec des emplois à la clé et notamment pour les JO, le fameux France Emploi là. Je suppose qu'il y a des tas de gens qui sont alors c'est horrible déjà rien que ce nom. Des tas de chômeurs, des tas de jeunes chômeurs qu'on va orienter vers cela avec des menaces de couper les allocations si jamais ils n'acceptent pas. Des gens qui France Travail. France Travail.
Maréchal, nous voilà. Non, mais ça fait vraiment Et penser à ça. on en discutera aussi, le RSA, là, où on va devoir travailler pour obtenir 600 Mais euros. tu vois, c'est cette France idée, Travail Famille Patrie. Ouais. cette idée en fait que Merci, Macron, en fait, il met ça en avant depuis pratiquement le début de son quinquennat. Tu vois, l'idée du plein emploi. Ouais. Mais Sauf ça, que ça si rend c'est un fou. emploi que tu n'as pas souhaité, qui est, j'allais dire, qui te débecte, quoi, et qui en plus, bravo. et en plus, un emploi qui ne te permet pas de vivre à ta faim, c'est-à-dire quand tu vois les prix des loyers sur Paris, nous on le sait en tant que locataire, les prix des transports, etc. Si c'est pour avoir un emploi et ne pas pouvoir se nourrir, j'allais dire, ou de vivre, j'allais dire, décemment, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un emploi ? Mais en fait, ça, c'est un truc sur la gauche qui est une critique, notamment de la part de l'extrême gauche, qui est justifiée sur la gauche et notamment le PCF, c'est d'avoir comme objectif le plein emploi. Mais le plein emploi, ça ne veut rien dire. Déjà, parce qu'on voit qu'ils font baisser la courbe du chômage, parce que déjà, il y a plein de radiations. L'esclavage, c'était le plein Oui, emploi. non, mais en plus, il y a plein de radiations aussi. Il y a des gens qui sont sans travail et tout. Et c'est quoi les conditions de travail ? En fait, il faudrait un peu un système à l'allemand où en fait, tu as un travail à 500 euros par mois. Voilà. Mais au moins, tu n'as plus de chômage. Mais tu es juste dans la galère, quoi. Oui, c'est ce qui se passe dans pas mal de pays. Pendant la montée du nazisme, c'est cela aussi. Alors effectivement, on dit toujours qu'Hitler a réussi la bataille de l'emploi. Alors bon, il a réussi pour deux choses. Simplement, il y avait des tas d'emplois comme ça. L'armement. Hein, et c'est l'armement qui va surtout employer. Mais il y avait des tas d'emplois comme ça qui étaient 3 fois rien. On va multiplier les concierges, on va multiplier au même endroit. On va multiplier. Alors, et surtout les agents de surveillance. Voilà. Déjà à l'époque, pour surveiller dans des immeubles, des concierges qui avaient en fait un rôle de flic. Hein. Et voilà, donc le plein emploi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un emploi décent, surtout. La revendication du plein emploi, c'est autre chose. C'est d'abord un emploi décent pour tous. Et si on ne dit pas un emploi décent, voilà. Et la première décence, c'est de pouvoir vivre de son travail. C'est-à-dire pour moi, ce qui est inadmissible, et c'est le cas de plus en plus de personnes, et notamment des indigènes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont les emplois les plus précaires, les plus compliqués, avec les horaires les plus moisis, etc., c'est de pouvoir simplement vivre de son travail. Voilà, nourrir sa famille, payer son loyer, etc. Et ça, il y en a beaucoup qui le font pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont obligés d'avoir deux boulots. Et tout ça, ça peut. Déjà, je vais pas dire que c'est une incitation, mais en tout cas, forcément, la personne qui sera dans ces conditions-là passera de plus facilement à des expédients, c'est-à-dire à des choses un peu à côté, etc. Des fois, ils seront obligés de faire un emploi, 2 emplois, 3 emplois. Oui. Mais sauf que voilà, la qualité de vie, elle est en chute libre, quoi. Elle est en chute libre. On va passer parce qu'on doit recevoir Jérémy Piola. Ouais. Juste quelques petits points sur l'international. L'élection en Turquie vers victoire d'Erdogan, pas vraiment une surprise. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Oui, voilà. Je veux dire, il est félicité par tout le monde. Ça montre le caractère stratégique de la Turquie, surtout. Hein. La position de pivot au plan. Se fâcher contre la Turquie. Voilà, personne ne peut se fâcher contre la Turquie. Elle a un rôle essentiel. Donc, du coup, il est félicité par tout le monde. Je crois qu'il fait l'unanimité. Hein. Moi, j'étais vraiment. J'ai juste vu comme ça le tweet de Macron, tu vois, avec pas une éloge, mais pas un éloge. Pas un éloge, mais bon, quand même, tu vois. Voilà, il a félicité parce que. C'est le truc diplomatique, quoi. J'allais dire. De toute façon, on part du principe que ça s'est passé dans des conditions réglementaires, on va dire. Pardon, dans des conditions réglementaires. Moi, ce qui m'a. À peu près réglementaire. Voilà, non, mais je dis on part du principe. Des temps de télé, on a calculé quand même que Erdogan avait eu je ne sais combien de fois plus de temps de télé que son non, mais c'était un peu ironique. Non, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que aussi le concurrent n'était pas non plus ça donnait pas non plus envie, quoi. Mais moi, ce qui m'a vraiment, je connaissais pas trop tu vois les différents comment se distribuer les partis politiques, etc. en Turquie. Donc déjà, j'ai compris quand même que pratiquement tous les partis étaient plutôt nationalistes. C'était un peu malheureusement le degré le degré d'hostilité aux migrants syriens et aux Kurdes, quoi, en gros, qui déterminait je veux dire qui permettait de déplacer le curseur sur le spectre de plus ou moins extrême droite. Et si j'ai bien compris aussi, c'est plus que nationaliste, Erdogan doit sa réélection justement à une alliance avec vraiment des partis mais très 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 nationaliste, vraiment. Ce qu'a cherché à faire l'adversaire. Voilà, mais il n'a pas réussi. Voilà. Il n'était pas crédible, quoi. Merci Zambalaï. Merci. Oui, non, mais c'est une situation qui est pas simple, hein, parce que le nationalisme est quand même quelque chose qui est très très présent. Et je dis pas le patriotisme. Le patriotisme, il y a pas de souci.
mais on parle vraiment du nationalisme, et d'autant plus quand il s'agit des Kurdes, puisque les Kurdes sont turcs, je veux dire, sont turcs, ont la nationalité turque, hein, et officiellement. Et donc, du coup, il y a un nationalisme absolument incroyable contre toute évolution, même du statut du Kurdistan au sein même de l'État turc. Hein. Ouais. Je veux dire, voilà. Alors, on n'a pas du tout peur de taper sur Erdogan. On n'a pas du tout peur de taper sur Erdogan, mais franchement, non, vous avez, c'est vraiment. Non, mais en plus, je veux dire, les rebelles, les rebelles sans cause. Ouais, je le fais. Voilà. Moi, je le fais tous les jours sur Facebook, mais voilà. Là, on est en mode, bon, bah voilà, il a gagné. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils veulent du rebelle. Alors, ils veulent du rebellocrate. Depuis Paris à 5000 km. Non, mais en plus, c'est le soupçon sanguinaire. C'est le soupçon à 2 balles. C'est des Arabes, ils doivent être un peu, ils doivent aimer Erdogan. Ah non, bah alors si vous voulez, un jour on pourra même faire on en parle souvent, non mais c'est vrai, une émission peut-être, si les amis sont ok, sur d'abord l'Empire ottoman, on le dit depuis longtemps, sur l'Empire ottoman pour expliquer comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à un État qui est très nationaliste, alors que l'Empire ottoman était le contraire de cela, et c'est un État multinational. Hein. Comment cet État multinational a pu donner naissance à un État hyper nationaliste, hein, et même raciste. Hein. Et quant à la vision des Arabes, écoutez, je vais vous dire une chose, prenez les manuels scolaires en Turquie, on en a un petit peu parlé, ce qui est dit sur les Arabes, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible, donc on est loin de... Voilà. Et moi, c'est par rapport à, quand même, je le dis, par rapport à la Palestine. Hein, voilà, Israël, c'est tant pressé de féliciter Erdogan. Et malheureusement, de ce point de vue, rien ne va changer. Alors, on est loin du tout d'avoir peur de taper sur... Mais à quoi ça sert? En fait, c'était de la blague, en fait. Aussi sur le point de vue, le point de vue international, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu ça aujourd'hui, qu'il y a des tensions entre l'Afghanistan et l'Iran. Je ne sais pas si tu as vu, Youssef, dans une certaine région où il y a eu des échanges de tirs et tout, notamment pour l'accès à l'eau. Et ce serait, alors c'est vraiment un truc aussi très par rapport au climat et tout, mais c'est intéressant de le replacer aussi sur le contexte international et des tensions qu'il y a dans cette région et notamment vis-à-vis de l'Iran. Et là, on est dans une situation assez particulière où le camp occidental serait davantage du côté de l'Afghanistan. Et d'ailleurs, l'Afghanistan qui se bat avec des armes américaines, non pas parce que les Américains ont donné leurs armes, mais parce que voilà, ils les ont laissées quand ils sont partis. Bien sûr. Bah oui, mais ces tensions, elles ne sont pas nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles, ces tensions. Alors, mais en même temps, il y a eu des périodes de haut, de bas, comme on dit, hein, dans les relations entre l'Iran et l'Afghanistan. Il faut que la Chine y vienne. Comment ? Il faut que la Chine y vienne. Oui. Non, mais c'est, voilà, à mon avis, c'est sur fond de partage des eaux. Ouais. Et bien sûr. Et de tensions, ouais. Absolument. Et puis aussi, il y a des problèmes de migration aussi. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un dernier point à faire sur l'international? Est-ce que tu veux faire ta rubrique maintenant et on accueille après Jérémy Piola, ou tu veux faire l'inverse à la fin, vu que c'est à l'international? Ah bah c'est égal, autant l'accueillir maintenant. Ah bah écoutez, on accueille monsieur Jérémy Piola. Jérémy Piola qui va arriver. On va parler de son livre Sudalisme. Ça va? Bonjour. Enchanté, tu vas bien? Bonjour. Ouais, ça va. Alors ce sera à côté de Youssef. Donc tu vas venir ici, s'il te plaît. Ouais. Bonjour monsieur Jérémy Piola, je présente le livre, donc Sudalisme, l'imaginaire qui, je sais pas si on me voit parce que là c'est pas le bon écran. Voilà. Je le mets comme ça. Sudalisme, l'imaginaire qui nourrit le racisme. Attends, 2 secondes, excuse-moi. Donc, avec Jérémy Piola, c'est votre 2e livre parce que vous êtes aussi l'auteur de Portrait du colonisé. Que vous avez là. Portrait du colonialiste. Du colonisé. Ça, c'est Mémi. Portrait du colonialiste. Et d'ailleurs, Mémi avait fait aussi une sorte de portrait du colonialisme. Mais bon, oui, la suite qui est catastrophique. Aux éditions libres, les deux sont édités aux éditions libres. Oui, le Portrait du colonialiste était édité d'abord à la Découverte. Et puis on a eu certains désaccords éditoriaux. Et donc, finalement, je suis passé aux éditions libres qui ont fait une nouvelle édition édité avec l'horrible photo de cet horrible Jacques Angéli dessus. Voilà. Tu n'aimes pas la couverture, c'est ça? Si, j'adore la couverture, mais je l'aime bien parce qu'il y a ce personnage atroce qui pour moi est vraiment le colonialiste, au sens moderne, c'est-à-dire qui fait que de l'appropriation culturelle, à la fois de motifs pseudo-indiens américains, vikings, et puis des tatouages antisémites, nazis en même temps. Enfin voilà. C'est colonialiste absolu. Voilà, quand on n'a plus aucune référence, il reste ça. Quoi. Ça fait penser au film Danse avec les loups, parce que c'est ça le thème du blanc qui s'approprie
l'identité et l'âme même de l'indigène. Oui, il y a aussi un peu de ça, mais avec en plus des références vikings. Et, oui, c'est ça. Ouais, ça c'est un mélange de plein de trucs. C'est un peu catastrophique. Donc là, tu sors ce livre. Ce deuxième ouvrage, oui. En gros, pour le présenter, c'est une longue enquête, parce que c'est une enquête, c'est presque 10 ans de terrain, une dizaine d'années de terrain. 13 ans de terrain, oui. Ouais, c'est presque une dizaine d'années de terrain où tu as été dans des associations sur l'alphabétisation à destination des migrants. Oui, et donc, c'est vraiment une enquête de terrain. Et tu montres à travers cette enquête, il y a des entretiens, il y a des observations. Il y a aussi... alors, on vous entend un peu trop, ouais. Vous parlez un peu fort. Il y a aussi beaucoup une forte bibliographie et tout. Tu te proposes sur plein d'ouvrages et tu analyses comment, même dans ces associations qu'on pourrait penser antiracistes, bienveillantes, proches des migrants et ouvertes à leur égard, en fait, il y a pas mal de racisme dans ces terrains-là. Et tu utilises le concept, tu inventes le concept de sudalisme. Oui. Et donc moi, la première question que j'aurais à te poser, c'est est-ce que tu peux présenter un peu pour les gens ce que tu entends par sudalisme et pourquoi tu le préfères au terme de racisme, par exemple? D'accord. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière par rapport au fait que donc j'ai fait ce terrain, comme tu as très très bien énoncé, sur les milieux de l'alphabétisation, mais mon sujet n'est pas du tout l'alphabétisation. C'est pas un sujet inintéressant, mais moi ça m'intéresse pas. Voilà. C'était vraiment les relations entre les enseignants majoritairement blancs, le groupe majoritaire, et les personnes qui sont appelées apprenantes, même si d'ailleurs tu dis eurodescendants et afrodescendants. Je commence par dire eurodescendants et afrodescendants, et on pourra voir pourquoi, parce que c'est intéressant, ça oblige à se situer, etc. Et donc au départ, je vais dans ces associations pour faire donc une recherche, on va dire, sur les relations entre ces deux groupes. On va dire les enseignants majoritairement blancs, il y a des enseignants aussi non blancs qui sont descendants de migrants, et puis on va dire les participants ou le public, comme on dit, migrants extra-occidental, on va dire, parce que c'est pas des Grecs ou des Espagnols, c'est ça qui viennent. Et donc j'arrive là. Et je vois un certain nombre de phénomènes qui se passent. Au départ, mon rôle en tant qu'anthropologue, et ce qui est attendu par mes supérieurs, parce que c'est une recherche financée à la base, c'est de dire ce que je décris. C'est-à-dire je ne peux pas arriver en disant, voilà, il y a forcément du racisme là-dedans. Ouais. Et puis, de toute façon, j'ai vu c'est des associations où effectivement vont se rejouer des formes de discrimination raciale, symbolique et même parfois matérielle. Ouais. Mais il y a aussi un côté effectivement actif qui va se faire, à partir duquel on peut dire que ce seraient des associations a priori antiracistes, etc. Oui. Et donc je vais là-bas et en fait je vois un certain nombre de choses sur le terrain, et notamment je vais faire ce que j'appellerais une ethnographie ou une étude critique des vitrines associatives. Vous voyez, vitrine, ce que c'est là, une vitrine, c'est là où on vend, où on montre ce qu'on vend. Et donc les associations, elles montrent quoi? Leur finalité pour le public migrant. Et puis là, j'étais pas allé, ça faisait longtemps que j'avais travaillé dans ce milieu, mais j'étais jamais allé voir les vitrines. Et là, je vois des finalités d'associations assez importantes en Belgique, faut dire, qui parlent par exemple de leur finalité, que c'est par exemple de permettre au public migrant d'avoir accès à la culture. Ouais. Alors, comme si le public migrant n'avait pas deux cultures, sans préciser quelle culture, quelles sont nos cultures. Voilà. Alors, comme on me dit, oui, mais c'est pas ce qu'ils ont voulu dire. Mais moi, ça m'intéresse pas, ils ont dit ça. Donc, oui, même inconsciemment, ce que ça signifie, c'est signifiant. Voilà, comment est-ce que c'est passé? Je ne sais pas qui rédige ces finalités, c'est une autre question. Et puis ensuite, par exemple, je trouve aussi d'autres finalités comme permettre au public migrant, de fait, de se doter d'outils de compréhension du monde. Donc là, je me dis, c'est marrant, il y a quand même, dans les finalités associatives, il y en a plein d'autres. Je fais une quinzaine de vitrines différentes. Je me rends compte qu'on présente les migrants issus des Suds, on va dire, et donc les populations issues des Suds, plus largement, comme des groupes de personnes, d'abord identifiables d'abord à partir de manque, de vide, de retard, etc. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais en train de relire l'orientalisme d'Edward Said. Et donc l'auteur américano-palestinien ou palestino-américain. Et puis je me dis, mais c'est marrant, je revois à peu près le même processus. Donc, de quoi? De discrédit et d'identification. Enfin, donc, Saïd, pour le rappeler rapidement, dans l'orientalisme, fait la critique des discours d'experts universitaires sur les Orients. Saïd ne nie pas qu'il y a des Orients. Il dit qu'il y a des mondes orientaux au début du livre, mais il dit, voilà, on en fait un tout homogène. Et à la fin, on ne finit que... À quoi sert l'orientalisme? C'est finalement à affirmer la supériorité de l'Occident sur le monde oriental. Voilà. Et là, je trouve la même chose, mais au niveau de tous les Suds.
C'est-à-dire que les critiques ne se font pas dans les discours simplement à partir de ceux qui sont considérés comme orientaux, mais à partir de ceux qui sont africains, arabes, asiatiques, etc. etc. Ouais. Voilà. Ouais, c'est résumé. En fait, pour eux, c'est vraiment le Sud. Quand on voit qu'il y a le même mépris à l'égard de... Exactement. Alors, il n'y avait pas, par exemple, moi, j'ai surtout eu comme interlocuteur personnes migrantes, des personnes subsahariennes, maghrébines et turques. Et alors, à 95% musulmanes, pratiquantes et assumées. Oui, et beaucoup de femmes. D'ailleurs, on va en revenir parce que ça, c'est un gros sujet. Le rapport aux femmes, aux hommes, à la sexualité, tout ça. C'est vrai que c'est des choses qui sont passées là-dedans. Ouais. Et donc, en fait, à ce moment-là, je pourrais dire que c'est du racisme, point. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le process à partir duquel une association qui est a priori antiraciste va finalement nourrir un imaginaire qui va légitimer et rendre supportable le racisme dans sa dimension systémique, c'est-à-dire dans une répartition des places faite en fonction des origines des uns et des autres, et effectivement dans laquelle les Blancs sortent au premier plan. Par exemple, dans les associations, pour donner un exemple simple, la plupart des présidents des conseils d'administration, donc du pouvoir, des directeurs, sont Blancs. Ouais. Voilà. Et la plupart des personnes qui vont avoir des travaux de l'ordre du care ou de l'entretien, etc., sont des personnes racisées. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, tu as été en tant qu'entre... Alors, je ne sais pas si c'était clair, j'espère. Si, moi, ça me semblait très, très clair. Super, alors, moi, il faut préciser qu'il y a un gros travail ethnographique. C'est vraiment, tu rapportes énormément de faits, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'observations et tout. Donc, c'est très, très dense. Il y a 400 pages et tout. Et je pense qu'en plus, toi, tu as peut-être eu le plaisir aussi de pouvoir parler de beaucoup de choses. Est-ce que les premières fois où tu as fait tes observations, tu as été étonné par le fait qu'en fait il y a beaucoup d'a priori racistes ou de sudalisme chez ces gens-là ou pas, et est-ce qu'au final c'est pas un peu aussi la figure du tout au long du livre on a vraiment l'impression de la figure du white savior, quoi, du sauveur blanc. C'est chez les associatifs blancs. Oui, voilà. Oui, tout à fait, et je vais dire qu'au départ j'étais arrivé dans les milieux de l'alphabétisation un peu par hasard. J'étais dans un collectif de hip-hop à ce moment-là. On m'a demandé de faire un atelier d'écriture avec des femmes migrantes dans une association non mixte, donc qui cessait d'être non mixte quand j'arrivais, puisque je n'étais pas une femme, je pense. Et donc, j'arrive là et je dis, voilà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire Bon, j'ai grandi dans le 18e, à Barbès-Rochechouart. J'étais avec des amis, des camarades, on va dire, qui étaient beaucoup enfants de maghrébins, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un atelier d'écriture. Et quand les femmes associatives qui m'ont reçu, donc blanches, m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai dit, voilà, je voudrais faire un atelier d'écriture où les personnes, les femmes qui sont là, pourront parler peut-être de leur culture, de ce qu'elles ont, de l'immigration, de ce qu'elles portent comme savoir. Et il m'a été répondu à ce moment-là, elles n'ont pas de savoir. Ah oui, d'accord. On m'a dit, ça va être compliqué parce qu'elles n'ont pas de savoir, elles n'ont pas de culture. Ouais. Je me suis dit, alors, soit je suis chez des fous, soit je suis tombé dans une association avec des personnes excessivement du public, excessivement abîmées pour différentes raisons, ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc, voilà, c'est la première rencontre qui a déjà été en fait assez flashante, dans le sens marquante. Et puis après, tout au fil de 13 ans d'observation, d'abord en tant que travailleur associatif moi-même, mais qui faisait des ateliers d'écriture, je ne faisais pas des cours. Alors, ça a aidé des fois à apprendre le français, mais je disais l'apprentissage du français, pour moi, est un dégât collatéral. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, c'est pas pour ça que ce n'est pas important pour les personnes pour s'en sortir dans une société, surtout particulièrement, par certains côtés, très inhospitalière, on va dire. Mais moi, c'était des ateliers d'écriture qui était fait toujours à partir de la même base. Je demandais aux personnes qui étaient dans ces ateliers d'écriture, femmes et hommes, voilà, l'alphabétisation, ce n'était pas mon sujet. Je leur demandais d'écrire, je les invitais, si elles voulaient bien, à écrire en parlant de leur aventure migratoire, en taisant et disant ce qu'elles veulent, en parlant de ce qu'elles considéraient être leur culture ou leur univers de référence, les pratiques culturelles dont elles avaient envie de parler, et troisièmement, du regard qu'elles portaient sur l'Europe de l'Ouest. Et ça, je l'ai fait parce que j'avais besoin, moi, de revérifier quelque chose par rapport au sentiment que j'avais que l'Europe de l'Ouest avait perdu la quasi-totalité de ces cultures populaires riches. Voilà. Ouais. Et donc, je voulais voir s'ils avaient ce même regard et si elles avaient ce même regard, puisqu'il y avait beaucoup de femmes. Donc, c'est comme ça que les ateliers d'écriture ont démarré. Et sur la figure du white savior, vraiment, il y a un côté très paternaliste chez eux, on va les éduquer, on va les aider à atteindre la civilisation. Il y a un truc très civilisationnel. Très civilisationnel, je dirais même que ça ressemble assez à la critique qu'on peut faire du développementalisme, mais cette fois-ci c'est sur place. Ouais. C'est-à-dire au lieu se passer dans une ONG en Afrique ou quoi, ça se passe en Belgique, ça peut se passer aussi en France de la même manière. Quand par exemple là, je source et donc je dis quelle est l'association, j'anonymise, mais je dis que ça se passe à Bruxelles, je suis assez précis.
Mais si par exemple je tais le nom des associations et le lieu, certains des Français vont penser que c'est en France, des Suisses vont penser que c'est en Suisse. Donc il y a cette attitude qui relève complètement du sauveur blanc, oui, mais en toute tranquillité. Et par ailleurs, avec bonne conscience, en toute décontraction, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire après, ça peut passer à des choses plus violentes, comme à partir du moment donné où on pense qu'on a pour mission d'émanciper, malgré soi, on le pense, les femmes musulmanes voilées, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Ça va être un discours. On va penser qu'elles sont plus soumises à leur mari que la femme blanche. On va penser que pourquoi est-ce que... Alors, par exemple, c'est marrant, un petit fait ethnographique. Dans l'association Diane, qui est celle où j'ai fait mon terrain principal, il y a une enseignante qui dit oui, je pense que les femmes voilées musulmanes sont soumises. Pourquoi, par exemple? Je lui demande parce qu'elles demandent la permission à leur mari pour sortir. Et je lui dis mais tu penses qu'elles demandent la permission ou simplement elles sont complices avec leur mari et elles le font savoir quand elles vont faire une sortie qu'elles vont faire une sortie. Ah, je me suis pas posé la question, on me répond. Donc il y a tout ça. Et après, effectivement, donc dans un premier temps, on pense que on est là pour émanciper ces femmes-là. Les hommes, c'est encore autre chose. Eux, c'est ceux qui soumettent, quoi. Et puis une fois qu'on passe ça, à un moment, il y a quelques personnes, par exemple dans l'association d'Anne Meyer aussi, qui passent à un niveau d'action différent. Par exemple, qui pratiquent la chasse à la prière. C'est-à-dire, en fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que l'un des points de fracture là-dedans, c'est quand même aussi la question de l'islam qui est vraiment prégnante. Que ce soit, tu parles de la chasse à la prière, même parfois c'était la chasse à l'ablution. C'est quoi la chasse à la prière? Elles sont choquées. Juste le terme déjà me... il faut pas qu'elles fassent la prière dans l'association. Mais ça veut dire que techniquement, genre, s'il y en a qui vont le faire un petit peu en cachette et on va dire stop, t'arrêtes. Alors c'est génial la question parce qu'en fait, au départ, elles le font pas du tout de façon rusée. Les femmes de l'association, elles font la vraie prière. Voilà, elles vont dans une salle où il n'y a personne pendant une pause entre le cours et elles font la prière. C'est ce qu'on fait là. Voilà. Et des enseignantes arrivent, disent mais elles font la prière, elles les arrêtent, elles leur disent ici c'est une association laïque. C'est laïque, ouais. Voilà. Et donc c'est pour ça que je parle de chasse à la prière. Alors après, finalement, les femmes migrantes. Déjà, ça en dit long sur leur concept, enfin sur la perception qu'elles ont de la laïcité. De la laïcité, de l'islam et de ces femmes-là. Et après, donc, il est décidé qu'il n'y aura pas de prière dans l'association. Alors, les femmes migrantes ne se laissent pas faire. Elles disent, vous ne m'arrêtez pas comme ça, vous ne me dites pas ce que je dois faire et tout. Mais bon. Et puis, elles continuent à faire la prière, mais assises sur une chaise. Et là, des enseignantes viennent et disent, oh, il y a des récalcitrantes, mais on sait très bien ce qu'elles font. C'est-à-dire, une femme pourrait être tout simplement en train de méditer sur sa chaise, mais comme elle a le voile, bon, on en déduit, enfin, certaines enseignantes blanches en déduisent qu'elles sont en train de souiller la laïcité de l'association. Et même qu'elles sont dans leur coin et tout. En fait, c'est vraiment l'idée de... En fait, il y a vraiment l'idée que l'islam s'impose dans l'association. Et une sorte d'islamisation comme ça rampante. Mais ils vont aussi chercher qu'elles font les ablutions et tout. Et il y a aussi ce délire de civiliser. Moi, il y a une anecdote que tu racontes que je trouve ouf. C'est, par exemple, quand ils ont voulu montrer aux bénévoles le film Pride sur les LGBT et tout. Et c'est ce que tu dis que le test, quoi. Voilà, mais au-delà de la question de l'homophobie, ces personnes se sont pas dit que ça allait choquer, non pas tant parce qu'il y a des homosexuels, mais aussi sur le rapport à la sexualité, de montrer de la sexualité comme ça. Les femmes étaient gênées. C'est exactement ça. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai eu l'occasion dans le cadre des ateliers, parce qu'il y avait des demandes des fois donc les ateliers, c'est un de mes outils d'ethnographie, et c'est intéressant parce que ça produit des textes. Et les textes, c'est une donnée inaltérable. C'est leur texte. Les personnes mettent du temps à les faire, etc. Et puis, c'est des très beaux textes. Et donc, par exemple, quand on projetait un film, je faisais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas une scène de sexe ou même parfois un baiser pour certaines femmes. Parce que je n'allais pas les forcer à regarder ça. Ou une nudité un peu, on va dire, voilà, exactement. exagérée. Je ne suis pas là pour les choquer. On est là pour réfléchir ensemble, c'est tout. Et donc là, une enseignante, de manière tout à fait tranquille, m'explique qu'elle a été choquée... de ce qui s'est passé parce qu'elle a voulu passer Pride pour les éduquer un peu à sortir de ce qu'elle pensait être l'homophobie chez ces femmes-là, homophobes, arabes, voilà, on va dire, et peut-être subsahariens aussi. Et puis, les femmes n'ont pas voulu continuer à regarder le film. Ça ne leur a pas plu. Voilà. Donc, je crois que c'est vraiment le binôme de l'intégration, c'est l'intégration par le jambon et l'intégration par la Pride. Voilà, c'est vraiment les deux tests. C'est le jambon et la Pride. Mais c'est tout jambon, pinard et Pride. Toute la théorie sur l'homonationalisme, c'est que internationalement, c'est devenu le facteur est-ce que vous êtes civilisé ou pas par rapport à la question homosexuelle. Tout à fait. Il y a aussi il y a toute cette réduction des individus à leur religion et avec une vision très stéréotypé de ce que serait la religion. Et on voit vraiment là où c'est vraiment un truc où
En même temps, les bénévoles, c'est le point sur lequel ils veulent absolument pas céder. Pour eux, c'est en mode, si on cède sur ça, ça y est, c'est l'islamisation et tout. Et de l'autre côté, il y a aussi de la résistance par rapport à ce sujet-là, quoi. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas des bénévoles. Hein, sur mon C'est terrain, pas il y avait des que des salariés. D'accord, c'est des Les salariés. bénévoles, c'est en une catégorie encore autre. C'est presque un autre sujet, mais c'est des salariés. C'est souvent plus violent, leurs propos. Mais les bénévoles oui, les bénévoles. Oui. Enfin, pour ce qui m'en a été rapporté. Et à quoi on attribue ça parce que c'est des personnes qui n'ont qui découvrent pour la première fois de leur vie, qui fréquentent pour la première fois de leur vie des personnes qui ne sont pas blanches. Il n'y a pas les filtres de la formation. Exactement. En fait, moi, j'ai que les enseignants, les enseignants, par exemple, il y a des critiques qui sont faites dans ce livre sur les enseignants, sur ce que j'appelle les associatifs blancs, donc c'est les enseignants en alphabétisation, mais je reconnais que, par exemple, ils vont aller dans les manifestations de soutien aux sans-papiers, ils vont des fois cacher des sans-papiers même, voilà. Comme il y a les réseaux Éducation sans frontières, etc. Exactement. Et donc, il y a des méchants racistes. Mais c'est montrer comment même des associations qui se disent proches des migrants peuvent intégrer ces stéréotypes. On appelle la gauche paternaliste. Tout à fait. Et encore une fois, le paternalisme est peut-être le grade numéro 1. On peut monter très haut dans la violence. Et en fait, au final, on voit qu'il y a... c'est peut-être ça aussi la différence, les critiques que nous on fait par rapport à la gauche et à la droite sur la question du racisme, c'est que parfois on a l'impression que la droite vont plus se retenir parfois parce qu'ils savent qu'ils sont racistes et tout, alors que la gauche, mais là dans l'association, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'elles se sentent à l'aise de faire des trucs de ouf parce qu'elles se disent, moi je suis de gauche, je suis là pour les aider, j'aide les migrants, et il y a vraiment un aveuglement. En fait, il est conscient de son racisme, donc il le réfrène, l'autre il est même pas conscient, c'est-à-dire qu'il te sort une dinguerie, mais en mode... Je fais ça pour ton bien. Mais décomplexé parce qu'il est convaincu d'avoir le permis. C'est vrai qu'il y a une côté le camp du bien. Vraiment. Non, c'est juste. Je dirais que toute la gauche paternaliste, c'est ça. C'est ça. Et dans l'association, vraiment, ça a été. D'autres terrains auraient pu être intéressants. Le monde des avocats, des bouchers, par exemple. Mais ce qui était intéressant dans l'association, c'est qu'il y avait cette idée qu'il y avait quand même de l'antiracisme et puis de la rencontre d'un public qui porte d'autres cultures, etc., dont on ne connaît rien chez les associatifs blancs, même après 25 ans de travail dedans. Mais alors, par contre, j'ai fait des rencontres intéressantes conceptuelles. Par exemple, j'ai rencontré le concept de racisme complexé. Voilà. Notamment chez une enseignante qui était particulièrement islamophobe et qui disait « il y en a marre, la société va mal, maintenant j'entends des discours racistes, mais décomplexés. » Mais comme elle-même était assez islamophobe, finalement, elle était aussi raciste, mais elle complexait. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que le sudalisme paraît plus inoffensif que le racisme, comme ça, à première vue. Je veux dire, c'est une sorte de logiciel. C'est un logiciel à partir duquel on lit, et toujours en l'infériorisant le Sud ou les Suds, et à partir duquel, en tant que blanc, ou eurocentré et eurodescendant, on va s'affirmer comme à même de pallier les manques. Qu'on connaît bien du blanc. Je dis, c'est le savoir du raciste, en fait, parce que c'est vécu comme un savoir, bien que ça n'en est pas un. Savoir en tant qu'autorité, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ça fabrique des images excessivement disqualifiantes des femmes. Pardon. Tu dis, ce n'est pas un... Ce n'est pas un savoir. Mais pourquoi ce n'est pas un savoir, justement ? Parce qu'on peut considérer que c'est aussi un savoir, le racisme. Moi, je dirais que c'est un savoir. Je dirais que c'est un savoir. Après, je vais dire pseudo-savoir parce que ça tient pas longtemps face à une contre-argumentation. Mais ça se vit vraiment comme un savoir, pour de vrai. Depuis quelque temps, il y a une construction quand même du racisme qui devient plus élaborée qu'avant. Oui. Après, moi, par exemple, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais non, mais il y a des propos très intéressants de Hassan Hadj qui dit que les racistes n'ont même pas envie d'avoir une théorie vraiment carrée et tout. Il y a les deux, quoi. Et même l'une des spécificités du racisme, c'est que ça se repose beaucoup sur les sentiments et tout. Il n'y a pas besoin d'avoir une théorie. Ça répond à des affects. La vidéo que tu as faite l'autre jour sur le QI, par exemple, sur l'histoire des QI, mais je veux dire, il y a une volonté de scientifiser le racisme. Si tu veux, tu vas trouver plein de cas de figure, mais par exemple, même quand tu as un discours qui n'est pas construit, il est vécu, en tout cas sur mon terrain, c'est ce que j'ai vu, pour revenir à ça, il est vécu comme un savoir, en tout cas pour la personne. C'est-à-dire quand il te dit, alors c'est à ça que je voulais en venir, les femmes musulmanes sont forcément plus soumises que les femmes blanches, sont forcément plus complices de leur soumission pour les femmes blanches, parce qu'on me dit, comme elles pratiquent l'islam, elles sont plus soumises, comme elles pratiquent de plus en plus, elles sont de plus en plus soumises. Etc. En miroir de ça, ça d'abord c'est vécu comme un savoir, comme une certitude, c'est-à-dire même pas une connaissance, mais un savoir qui ne se discute même pas, qui est tellement vrai qu'il n'a même pas à se discuter. En cela, c'est vrai, c'est un savoir, en tout cas pour la personne qui le mobilise. Et en face de cette image de la femme musulmane soumise, plus soumise que la blanche, qu'est-ce qu'il y a ?
il y a l'image de l'homme musulman soumettant. Ouais. Et cette image-là, elle participe à entraîner et à la violence policière, par exemple, sur les jeunes de quartier non blancs. Donc l'hostilité, ça justifie l'hostilité de l'État sous sa forme policière, sa forme administrative, scolaire, etc. Exactement. C'est grave ce qui peut se passer dans ces associations, parfois ce qui peut circuler en termes d'imaginaire et se retrouver parfois sur les sites internet, c'est pas rien, on va dire. Voilà. Pardonne-moi, mais en t'écoutant, en fait, justement sur la construction comme ça de cette image de la femme musulmane soumise, je me disais que aussi souvent, ça s'appuie, on l'a souvent entendu ces derniers temps par rapport à l'Iran, par exemple, ça s'appuie sur une illustration, mais l'illustration provient d'autres pays. C'est-à-dire que en fait, ils projettent par exemple, des choses qui peuvent se produire, par exemple, en Iran. Ils vont dire, regardez, en Iran, les femmes sont opprimées par rapport au port du voile. Donc, en Europe, il faut lutter contre le port du voile. Sous-entendu, c'est la même mécanique, j'allais dire politique, qui agit en Iran et en Europe, tu vois. Et dans les associations d'alphabétisation en Europe, oui. Voilà. Mais alors, il y avait une criminologue belge qui s'appelle Fabienne Brion, qui est quelqu'un de vraiment très intéressant, qui a écrit un très beau texte déjà en 2006, je crois, peut-être avant, qui s'appelait « Prendre le voile et faire face ». Donc voilà. Et elle m'avait dit un jour, au cours d'une discussion dont je parle dans le livre, Sudalisme, elle m'avait dit... Je pense que dans les associations d'alphabétisation, il y a une mini-révolution islamique iranienne qui s'est jouée, en fait. Parce que les femmes migrantes ne portaient pas le voile tellement il y a 20 ans. Et maintenant, elles le portent quasiment à 95%. Donc, l'associatif, une large part de l'associatif blanc ne s'en remet pas. Ouais, ça pourrait pas qu'elles se sentent plus à l'aise et qu'elles se disent « Ah, c'est bon, j'ai le droit, j'ai la liberté ». Non, c'est... un plan de conquête islamique. Et en tout cas, ça peut arriver jusque-là, oui. Il y a aussi quelque chose qui est important, mais qui en fait concerne, je pense, toutes les associations, c'est aussi qu'au final, il y a un rapport inégalitaire. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il y a quand même, il y aura l'idée il y a les sachants, il y a les apprenants, et même eux essayent de préserver en fait cette hiérarchie. Ils ne font absolument rien pour essayer de se mettre, on se dirait, à leur niveau, de s'ouvrir et tout. Il y a vraiment une fermeture. Et ce que tu montres, c'est qu'au final, une association qui se veut comme un lieu de rencontre, en fait, il n'y a jamais de rencontre qui est fait. Les gens ne se connaissent... Enfin, entre les salariés et les bénéficiaires, il y a une fermeture au final. Alors, il y a des rencontres, on va dire, affectives, dans le sens où il y a, par exemple, comme je dis, dans l'association Diane, ou même dans l'autre dont je parle qui s'appelle CARE, par exemple, quand le contact entre les enseignantes blanches et les migrantes est respectueux. J'ai pris des associations justement plutôt respectueuses. Il y a des associations où on crie sur le public migrant, où on lui parle fort, où on fait des grands gestes parce qu'il ne comprend pas bien, alors il faut ouvrir les yeux, etc. Elles ne sont pas caricaturales comme ça. Donc ça, c'était important. C'est un rire nerveux. Hein, parce que c'est les plus progressistes. Ça rend ouf, ça. Voilà. Mon idée, c'était, si ça se passe là... T'aurais envie de rentrer dans la pièce, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, c'est compliqué. Si ça se passe là, comment ça doit se passer ailleurs? Commencer ailleurs, dans les associations où c'est moins ouvert, et dans le monde où on ne connaît les personnes migrantes et leurs enfants que par médias interposés, ou films du type Bac Nord ou l'extraordinaire Overdose de monsieur le policier cinéaste Olivier Marchal. Et au final, ce que tu montres, c'est que même si on a des bonnes intentions, on n'est pas immunisé au racisme. On n'est pas exempt, on n'est pas exempt de racisme, et aussi que au final, les associations ne vivent pas dans un microcosme et sont aussi influencées par les débats qu'il y a au sein de la société. Oui, tout à fait, bien sûr. Et c'est très important qu'ils en prennent conscience. Voilà. Pour les travailleurs associatifs, alors il y a les travailleurs associatifs aussi, enseignants associatifs non blancs, hein, c'est très important. C'est toute une catégorie qui donne à penser énormément aussi et qui souvent sont beaucoup plus à l'aise avec le public migrant. Pour 80% de ceux que j'ai rencontrés. Mais ce qui est très important pour les enseignants, quelle que soit leur race sociale ou leur origine, c'est qu'ils prennent, qu'ils réussissent à conscientiser ce problème de non-rencontre, en tout cas au niveau intellectuel qui se passe ou au niveau culturel. Parce que leur métier sera plus intéressant s'ils sortent de cette situation de non-rencontre. Pour l'instant, y a plein de choses que j'ai remarquées. Par exemple, chez la grande majorité des enseignants blancs associatifs, ils se sentent très fatigués. Ils aiment bien leur travail, mais ils les épuisent. Chez la plupart des enseignants descendants de migrants, maghrébins ou subsahariens, ils ne se sentent pas très fatigués à la fin de la journée, par exemple. Quelle rencontre n'a pas eu lieu pour que
ils aient tellement l'impression d'être en terrain étranger quand ils sont avec leur public, même si ça fait 25 ans. Pour certains. Pour dire 25 ans, pour certains, vraiment. Et d'ailleurs, pourquoi tu utilises le terme eurodescendant et afrodescendant plutôt que noir, blanc, arabe? J'utilise les deux, on va dire. Mais au départ, j'ai essayé de... Comment dire? Au départ, par exemple, donc, en anthropologie, tu prends un peu le langage de tes interlocuteurs au départ. Et au départ, par exemple, les femmes migrantes ne parlaient pas beaucoup de blancs ou de racisés. Voilà. Elles pouvaient dire oui, je suis noire, je suis. Alors, ce qui m'a intéressé, si tu veux, comment dire, quand j'ai commencé ma recherche, alors tout ce que vous lisez là dans Sudalisme, pour ceux qui vont acheter le livre et le lire, ça s'est fait entre 2006 mais surtout d'une période concentrée entre 2017 et 2020. Donc, ça fait déjà un petit temps. C'est toujours comme ça en anthropologie. Quand le livre sort. La réalité où on était a changé. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant ce qu'il y a dedans, bien au contraire, mais il faut se le dire. Ça a évolué, par exemple, un peu l'associatif depuis. Mais, excuse-moi, tu peux me répéter ta question? Eurodescendant, afrodescendant. Voilà, eurodescendant. Mais au début, en 2017, voilà, c'est pour ça que je suis allé loin, parce que justement, j'étais allé loin en arrière, à l'université de Louvain-la-Neuve, puisque, bon, pour dire, je suis donc docteur de l'université catholique de Louvain-la-Neuve, qui est une université que j'aime beaucoup, en Belgique, oui. Eh bien, quand je disais blanc, on me disait non. On me disait non, dis pas ça, tu peux pas dire ça. L'université l'a pas encore reconnu. Et donc j'ai dit ok, j'ai emprunté ça à une militante afro-belge qui s'appelle Mireille Tseuilly-Robert, qui avait dit afrodescendant dans une interview à un ouvrage. Et j'ai dit, et puis même KRS-One disait déjà au début des années 90 ou 90, pour parler comme les Belges, il disait s'il y a des afrodescendants aux États-Unis, alors il y a des eurodescendants. Ouais. Et donc je trouvais ça intéressant. C'est KRS-One ça? Oui, il le dit dans The Night of the Living Dead. C'est un très bon rappeur. Très bon rappeur noir. Voilà. Et ça m'avait marqué déjà à l'époque. C'est vrai que c'est pas con. C'est vrai qu'on ne parle pas d'eurodescendants alors que vraiment. Voilà. Et donc là, ça met un truc. Bon, s'il y a un afrodescendant, ok, vous n'avez pas de problème à dire ça. Il y a un eurodescendant. Et puis quand arrive la blanchité en tant que race sociale, je veux dire, dans toute sa violence, effectivement, le terme revient, c'est ce que j'explique un peu au départ, quoi. Donc effectivement, je commence par eurodescendant, puis après, il y a différents autres termes qui arrivent, quoi. Alors, il y a énormément de références, tu vas puiser vers plein de gens de différents milieux, beaucoup de décoloniaux, mais il y a aussi des gens comme Foucault et tout, et notamment en parlant de Foucault, pour toi, il y a aussi un côté un peu biopolitique dans l'associatif, de contrôle des corps, En tout cas, plusieurs fois, j'entends le discours dans différentes associations comme quoi les femmes migrantes font trop d'enfants. Et par ailleurs, dans les associations qui sont pourtant souvent des associations d'éducation permanente, donc populaires, ça veut dire en belge, éducation permanente, c'est des associations qui ne sont pas censées mettre les femmes au travail. Mais en même temps, on n'arrête pas de dire qu'on aimerait bien qu'elles arrivent à travailler. Et quelque part, il y a cette idée que pour réguler la démographie, de ces femmes, il faudrait les mettre au travail, en fait. Voilà. En tout cas, il y a un discours comme quoi c'est bien qu'elles travaillent et elles font quand même beaucoup d'enfants. Alors, c'est pas des personnes qui vont... Il y en a une ou deux qui ont des propos hyper caricaturaux, mais c'est plus insidieux en général. C'est de dire, mais quand même, je comprends pas, Fatoumata, c'est son 4e enfant, alors qu'elle a appris le français il y a 6 ans, elle commençait justement... Qu'est-ce que fait le planning familial On arrive à un point limite où on peut se poser cette question-là. Est-ce que c'est ça qu'elle est en train de se demander, la personne, ou de nous dire, de nous demander. Voilà. Et incroyable. Merci Moufette pour le raid. Merci Moufette, merci. Moi j'aurais une dernière question avant que vous réagissiez. Tu travailles aussi sur les formes de résistance que peuvent avoir les bénéficiaires. Et est-ce que tu penses qu'il y a aussi un truc de génération où parfois j'ai l'impression que les anciens sont un peu plus, on va dire, résignés entre guillemets, où je dirais qu'ils ont un peu plus appris à faire avec et essayer de composer avec, que ce soit en ignorant, relativisant et tout, alors que les jeunes générations se font un peu plus, on va dire, offensifs, entre guillemets. Alors, je trouve qu'il y a... Attends. Merci. Mon gars. C'est le chat. Je gagne la guerre culturelle. Voilà. Il va pas comprendre, c'est des rêves que... Non, c'est pas grave, j'essaie de suivre, mais je gagne la guerre culturelle. C'est ça. Donc je fais semblant de lire, en fait. Merci Politica. Mais j'arrive à lire. Non, mais elle a fait une private joke à Samir. Tu peux continuer. Donc, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que s'il y a plus d'offensivité de la part des générations de maintenant, de descendants de migrants, on va dire,
c'est parce que, d'après ce que j'ai pu voir sur mon terrain, les migrants primo-arrivants, comme on dit, même si je n'aime pas cette expression, ont transmis énormément, en fait. Et que cette transmission est complètement invisibilisée. Ce que j'essaye de faire dans mon livre, ce n'est pas de révéler cette transmission, mais c'est de dire ce que j'en ai perçu moi. Et pour moi, les femmes migrantes avec qui j'ai travaillé, je dis des femmes souvent parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, donc là, le féminin l'emporte, c'est par habitude. Parce qu'il y avait plus de femmes, voilà, exceptionnellement, parce qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, je me rends compte qu'elles ont transmis des valeurs, elles ont une réflexion extraordinaire sur le rapport aux ancêtres, à la mort, évidemment, à la religion, à l'instrumentalisation de l'islam comme outil d'émancipation, selon leurs propres termes, à la nature aussi, et qu'elles ont transmis énormément aux générations qui ont suivi, en fait. Et que cette transmission, elle est assez invisibilisée et qu'elles me font penser, effectivement, à un moment donné, je cite Angela Davis, Une lutte sans trêve, Angela Davis qui dit, il ne faut pas oublier, avant Martin Luther King, toutes ces femmes qui se sont mises en grève de manière plus informelle. C'est elles les premières du mouvement. Et moi, je pense qu'il y a une espèce d'infrapolitique hyper puissante, en fait, dans ces femmes migrantes et ces hommes migrants rencontrés. Et quand je dis hommes migrants, c'est ceux que j'ai rencontrés, mais c'est aussi les maris de ces femmes. Parce que si ces femmes ont pu faire tout ça, c'est que leurs maris les ont poussés aussi à faire tout ça. Qu'on avait pu voir, par exemple, dans la lutte des femmes de ménage de l'hôtel Ibis, je crois. Par exemple. Voilà, et je trouve que ce que tu décris, moi, on le retrouve beaucoup dans ce mouvement-là, où elles avaient fini par gagner tout un tas j'allais dire de droits, quoi. Ouais, de droits, enfin pas de gagner, d'obtenir des droits de haute lutte, et c'est exactement, ça décrit exactement ce que tu étais en train de dire. En tout cas, j'ai été très, très attentif et interpellé par ce combat-là. J'ai trouvé magnifique. Et je dirais qu'en amont de ce combat, il y a un imaginaire qui est fort, avec des références fortes à la fois esthétiques, à la fois intellectuelles, réflexives, analytiques sur la société, et qui se transmettent notamment dans les textes qu'écrivent, par exemple, ces femmes et ces hommes migrants. Je vais citer juste un texte très court. Une femme qui, je crois, je peux citer son nom puisqu'elle n'est pas anonymisée dans le livre, c'est Raja Mimouni. Elle écrit sur une rose. Elle dit « Les épines de rose, elles sont belles et pointues comme les griffes d'un oiseau sculpté sur une branche d'arbre. » Voilà. Et cette femme-là est décrite parfois comme une femme en voie d'alphabétisation. Je veux dire, alors, pour écrire comme ça, évidemment, ce savoir-écrire, elle ne l'a pas appris dans l'association. Elle l'a appris dans un background culturel qui est peut-être oral et écrit à la fois, qui est complexe, mais en tout cas qui fait qu'il y a une puissance d'expression, une capacité que j'appelle esthésiste à être en intelligence avec ses émotions et à savoir décrire, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est une sorte de prémisse aussi à la capacité de pouvoir se battre. Elles transmettent de la force en transmettant ça. À leurs enfants, etc., mais à moi aussi quand je suis avec elles, en fait. Voilà, elles m'apprennent des choses, elles m'ont appris plein de choses sur plein de sujets. Ouais, en gros, il faudrait que l'associatif s'ouvre un peu plus En fait, le problème, c'est d'imposer une forme de savoir sans s'ouvrir à leur forme de savoir parce qu'ils ne les reconnaissent pas en tant que tels. Vu que ça ne rentre pas dans le cadre. Il n'y a pas de circulation des savoirs. Voilà, parce que les gens vont dire ils doivent être. Mais non, c'est même pas. Ça serait. Pas de souci. Merci Yannis. Ce serait d'avoir un vrai échange, quoi, un vrai échange entre les deux catégories. Tout à fait, et en poussant un peu la réflexion plus loin, y a-t-il un savoir qui est transmis d'ailleurs par l'associatif? Je me pose la question parce que c'est quoi leur culture populaire? Je ne sais pas. Dans les interviews que j'ai fait avec les enseignants, ils me parlent pas beaucoup d'eux-mêmes, ils me parlent beaucoup de leur public dont ils ne connaissent rien pour la plupart, enfin très peu, et c'est normal puisqu'on ne leur a rien enseigné et qui n'ont... La routine associative a fait aussi qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'instants de rencontre. Par contre, quand je fais des entretiens avec les personnes, le public migrant de ces associations, ils me parlent de la mort, de la famille, du rapport d'un rapport non objectivisant aux êtres de la nature non humains. Ça va loin, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de circulation. Et je dirais que le savoir, en tout cas, que peut transmettre l'associatif, les femmes migrantes le prennent. En revanche, le savoir que ces femmes migrantes ou ces hommes migrants pourraient transmettre, il n'est absolument pas accueilli, il n'est même pas présupposé parfois. Quand tu l'as dit, quand tu as dit qu'elle disait qu'elle n'avait pas de culture. Qu'elle n'avait pas de culture, et par exemple, souvent il y a un discours qui revient qui dit voilà, pour la première fois, on a permis à ces personnes de pouvoir avoir enfin droit à aller à l'école. Comme si elles n'avaient eu aucun autre mode de formation que l'école, qu'il n'existait pas d'autre mode de formation, et comme si ces femmes migrantes dans leur pays d'origine, la Guinée, le Maroc, le Congo, n'avaient pas eu d'autres formes alternatives à l'école républicaine, on va dire, ou royaliste. C'est des coquilles vides, ils font comme ça. Voilà, c'est ça. Donc la hiérarchisation des cultures me rappelle la notion d'épistémicide vue avec Lissel Quiros. Et alors c'est pas que Lissel Quiros, c'est vraiment
un truc des coloniaux et tout, et tu en parles souvent de cette notion d'épistémicide. Oui, elle me mobilise, on va dire, puisque je la mobilise. Alors, c'est ultra violent. Mais non, parce que en fait, et ça sera la dernière question. Non, mais c'est même pas une question, c'est que en fait, il y avait une association quand j'étais petit qui s'appelait l'ASTI. Ah bah oui. C'était l'association de soutien aux travailleurs immigrés. Oui. Et si tu veux, là, pendant que tu parlais, j'avais ça qui remontait en fait. Alors ma mère a eu de la chance, elle a appris à l'école française à écrire et à lire. Donc en fait, elle n'était pas parmi j'allais dire les femmes apprenantes, on va dire, mais elle avait beaucoup d'amis qui en faisaient partie. Donc du coup, elle avait une position un peu intermédiaire, on va dire, et ça me rappelle tellement cette période-là. Et en fait, non, ce que je voulais revenir, c'était sur le... merde, pardon, j'ai été troublé, j'ai oublié, ça va me revenir. L'ASTI. Ouais. Non, mais je voulais faire le pont avec un autre truc que tu avais dit tout à l'heure, mais ça... Sur la non-circulation des savoirs ou non? Le mépris. Le paternalisme. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh ben, écoutez, parce que émotionnellement, je trouve ça très fort. Je vais résumer. Oui. Donc voilà, c'était Sudalisme, l'imaginaire qui nourrit le racisme de Jérémy Piola aux éditions Libres. Si le sujet vous a intéressé, foncez. C'est très dense et aussi je trouve que c'est bien aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup lu sur le décolonial et tout, parce que tu mobilises énormément de choses. Tu t'autorises parfois des petites et des grandes parenthèses sur certains sujets. Tu vas parler d'écologie, tu vas parler vraiment de plein de trucs différents, de nécropolitique, tout ça et tout. Oui. Donc je pense que même pour des gens qui n'ont pas lu beaucoup de décolonial, ça peut être aussi un truc qui rassemble un peu tout ça et d'avoir un point de vue assez large sur plein de théories décoloniales, antiracistes. Voilà. Et parce que en fait, à chaque fois, tu prends un cas de l'association et tu essayes de faire une montée en généralité. En croisant les événements, les situations. Ouais. Maintenant, je dirais que, par exemple, il y a des mots... il y a plusieurs courants en anthropologie. Moi, je dirais qu'en tout cas, mes sujets, c'est, même si je passe sur ces rencontres avec des interlocuteurs migrants, extra-occidentaux, etc., mon vrai sujet, c'est vraiment la blanchité, l'eurocentrisme. Ouais. Voilà. Ouais. Commençons à le penser, nous demander de quoi c'est fait ou des faits, Ce qui est beaucoup fait aux États-Unis. Aux États-unis, il y a des whiteness studies, il y a des études sur la blanchité. Il y a des whiteness studies, mais là, vraiment, ce qui est intéressant avec le contact avec les migrants, c'est d'avoir aussi ce point de comparaison avec parce qu'ils amènent des cultures qui sont excessivement vivaces, en fait. Vivantes, en devenir, qui posent plein de questions, etc. Ouais. J'aimerais quand même parler de la couverture qui a été faite par la plasticienne franco-algérienne Sonia Merazga, et que je lui ai pris, c'est un tableau qui s'appelle Autoportrait, dans lequel elle regarde la France républicaine et le recours disqualifiant qu'elle lui renvoie. Son visage. Ok, donc voilà. Vas-y, une petite question. Voilà, c'était ça en fait, parce que ça croisait plusieurs trucs. Mais c'était très simple en fait. Ma question c'était, donc tu parles de 2 associations, peu importe, on va pas les reciter, etc. Mais est-ce que suite à tes travaux, il y a eu justement sur eux-mêmes un retour sur eux-mêmes quoi. Il a été, tu racontes dans le livre, parfois ça a été extrêmement difficile avec les membres de l'association. Hein. Oui, ça a été très difficile. Mon entrée sur le terrain en tant qu'anthropologue, en tout cas, ils n'étaient pas d'accord. Quand je suis revenu en tant qu'anthropologue financier, ils ne voulaient plus que je vienne. Ils ne voulaient pas que je participe aux réunions d'équipe. Donc, ils voulaient bien que je vienne, que je suive des cours, mais en traînant des pieds. Donc le retour qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé pendant 1 an parce qu'il y avait une polarisation sur l'islam avec l'islamité. Je ne présente pas du tout être un spécialiste de l'islam, mais avec les islamités des femmes migrantes qui étaient dans l'association. Et c'était très intéressant ce qu'elles avaient ramené, notamment sur les stratégies d'émancipation, etc., à partir de l'islam. Et j'ai proposé aux 40 personnes qui étaient dans l'association Diane de faire un retour pendant 2 jours pour leur parler de l'islamité des femmes, certaines femmes du public migrant qu'elles avaient. Et 2 personnes se sont inscrites sur 40. D'accord. Donc voilà, donc c'était on n'en veut pas. Maintenant, alors maintenant l'association son savoir. Ouais. Mais alors il paraît que maintenant il y a des évolutions dans ces associations-là. D'accord. Et voilà, c'est de toute façon il y a une nouvelle génération aussi de professeurs de français langue étrangère. Ouais. Parce il y a peut-être des descendants aussi d'immigrés. Il y en a déjà, mais on les met pas beaucoup à des postes de pouvoir. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une hiérarchie interne. Voilà. Oui, pardon, allez-y. Vas-y. Si tu veux conclure sur ça. Non, je conclue. Je crois que tu voulais poser une question peut-être. Non, moi c'était pour conclure. Voilà, juste pour moi juste une petite question. Alors très vite parce qu'après il y aura ta chronique. Non, je voulais savoir comment ton bouquin a été reçu justement, et alors hormis les associatifs, au niveau du milieu à Bruxelles, etc. Comment est-ce que c'est reçu? Est-ce que ça, il y a eu des échos, on t'a reproché de faire du racisme anti-blanc, de quoi?
Alors ça, racisme anti-blanc, je l'ai eu pour Portrait du colonialiste et je l'ai eu aussi parfois pour le sudalisme. Mais les échos, ça vient peu à peu parce que le livre est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Par contre, je travaille pour une organisation qui s'appelle BIPAX, où je suis chargé d'études et de formation. Et en fait, on conçoit en fait des formations pour montrer, pour visibiliser, on va dire, la dimension systémique du racisme. Et j'ai une formation sur le sudalisme. Voilà. Et donc, du coup, ça permet beaucoup de personnes disent que c'était un concept tiers intéressant pour aborder pour des personnes blanches, par exemple, mais pas que, le racisme, la question du racisme. Et c'est des fois, quand on évoque des faits de racisme en présence de personnes racisées, elles n'ont pas envie d'entendre parce que ça peut être blessant, etc. Là, on évoque avec le sudalisme plus des discours qui sont stupides, qui soutiennent ces situations humiliantes. Donc, c'est moins violent parfois. Voilà. Et ben voilà, on va terminer là pour le livre. Donc je rappelle, merci Sudalisme, l'imaginaire qui nourrit le racisme, aux éditions libres de Jérémy Piola. Et on le trouve en France facilement ? On le trouve en France. Ouais, moi je sais que dans la librairie où je travaille, c'est une maison d'édition française. D'accord, ok. Ouais. Il est sorti cette année, là, 2023. Tu restes avec nous pour la chronique à Youssef ? Ouais. Oui, avec plaisir. Youssef, je te demanderai d'être 10 minutes, ça te va ? Oui, bien sûr. Merci. Et on va se taire pour que tu puisses faire 10 minutes. Sous mon contrôle. Vas-y, c'est la chronique de You. Voilà. Je serai bref. Voilà, en un mot comme en 10. Non, mais d'autant que c'est quelque chose qui nécessiterait plus de temps. Donc, disons que c'est une mise en bouche par rapport à un sujet dont j'aimerais parler beaucoup plus longuement, Inch'Allah, par la suite. Parce que c'est un sujet qui est d'actualité, puisque ça touche à l'environnement et à la conception de l'environnement et à l'approche qu'on peut avoir sur l'environnement, notamment dans les pays du Sud. Et voilà. Alors tout est parti on avait dit qu'on partait d'une date. Il y a Samir qui a mis le chronomètre. On avait dit que on arrête de le déstabiliser. On avait dit que pour nos petites chroniques, on partait d'une date. C'est cela, si j'ai bien compris. Donc la date, c'est le 15 mai, 23 dernier, 2023, mais aussi c'est le 15 mai 1948, qui correspond à la création de l'État d'Israël. Et enfin, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. C'est toujours drôle quand on dit indépendance et Israël, quand on accole ces deux mots. Mais toujours est-il qu'à cette occasion, notre boss à nous, qui est à Bruxelles, Ursula von der Leyen s'est permise, en tant que présidente de la Commission européenne, d'adresser de chaleureuses salutations à Israël pour son anniversaire, entre guillemets. Alors, 75e. Donc, elle déclare, il y a 75 ans, un rêve s'est réalisé. Le jour de la création de l'État d'Israël est arrivé. Les Juifs ont enfin trouvé leur foyer sur la terre promise. Alors, c'est extraordinaire parce que les Juifs, c'est pas des Juifs, c'est pas les sionistes. Les Juifs, c'est-à-dire qu'elle est essentialiste, bien sûr, et elle catégorise tous les Juifs du monde. C'est assez extraordinaire de la part de cette... D'accord. Donc, les Juifs ont enfin trouvé leur foyer. C'est-à-dire qu'auparavant, pour elle, les Juifs n'ont pas leur foyer. C'est assez extraordinaire quand même. La France n'est pas le foyer des Juifs, c'est ça. Alors non seulement la France, mais l'Europe. Tous les autres pays. L'Europe, parce que les Juifs ne sont pas chez eux en dehors d'Israël. Mais exactement, c'est absolument hallucinant parce que c'est un concentré d'antisémitisme en même temps. Et donc les Juifs ont enfin trouvé leur foyer sur la terre promise. Nous fêtons les 75 ans de la démocratie la plus vivante du Proche-Orient. C'est le mythe habituel, etc. Et alors là, tout ça on connaît, mais je voulais m'arrêter sur la fin de sa déclaration où elle dit « Vous avez fait fleurir le désert littéralement, comme j'ai pu le voir lors de mes visites. » Alors, lors de ses visites, là-bas, elle n'a rien vu des Palestiniens. D'ailleurs, elle n'a vu aucun Palestinien, d'accord, elle n'a vu aucun Palestinien, apparemment. Tout ce qu'elle a vu, c'est Israël qui faisait refleurir le désert. Elle n'a pas vu la violence de l'armée, elle n'a pas vu les Bédouins expulsés du Negev, 250 000 Bédouins, les villages détruits, etc. Bref. Je voulais m'arrêter sur cet aspect surtout quand elle dit que vous avez fait fleurir le désert. Et c'est très intéressant en même temps parce qu'on a la persistance de ce vieux mythe environnemental qui est la conception du désert. Le désert, et c'est quelque chose qui est absolument hallucinant dans le regard occidental, c'est que le désert est une aberration. L'Occident n'a jamais pu se départir de cette idée que le désert est une aberration et que tout désert, en fait, est une aberration et est destiné de toute façon un jour ou l'autre, si tout se passait bien, à reverdir. Or, faut-il le répéter ? Pour l'abonnement. Or, faut-il le répéter ? Le désert est une formation
normal. Il a toujours existé des déserts. Hein. Il a toujours existé des déserts. Il y a 10 000 ans, il y avait déjà des déserts, etc. Et bon, alors, là, il s'agit de ce qu'on appelle les déserts arides, parce qu'il y a aussi les déserts, les déserts de glace. Hein. Bien évidemment, ce sont aussi des déserts au sens propre. Mais en tout cas, les déserts arides ont toujours été conçus. Et alors, par rapport à cela, je suis retombé sur un bouquin que j'avais lu il y a pas mal de temps. Un bouquin qui est de 2005 et qui est de Diana Davis, hein, une États-Unienne qui s'appelle Diana Davis, « Les mythes environnementaux de la colonisation ». Et c'est tout à fait passionnant. Donc, c'est un bouquin qui date de 2005. Les mythes environnementaux. Et alors là, c'est absolument fabuleux. C'est tout le discours. Et là, aussi bien à partir, elle prend comme objet d'étude le Maghreb, hein, la conception du paysage, parce que ça convoque tout cela aussi, la convocation, qu'est-ce qu'un paysage, etc. etc. Qu'est-ce qu'un paysage normal dans le regard occidental, hein. Et vous savez que dans le regard occidental, toute terre qui n'est pas travaillée, cultivée d'une façon occidentale est une terre qui est déclarée vacante. Hein, ouais. C'est à partir de ce moment qu'on a déclaré que l'indigène a toujours trop de terre, de toute façon, hein, parce qu'évidemment, il ne les utilise pas. Alors, quand on a des modes d'activité comme le nomadisme, hein, et l'activité pastorale, etc., les troupeaux et autres, hein, eh bien, tout ça est considéré comme étant absolument anormal. Hein, parce qu'une terre véritable, eh bien, c'est une terre qui est labourée, comme ici, etc. Et labourer comme ici, parce qu'il y a aussi d'autres formes de labour qui existent traditionnellement, hein, avec des pratiques de jachère et autres. Bon, enfin bref. Alors ce qui m'intéressait moi, c'était par rapport à l'histoire du désert. Juste pour dire une chose, c'est que Israël n'a jamais fait reverdir le désert. Hein. Je sais qu'on a beau le dire, hein, mais que la prétendue, le prétendu reverdissement du désert est un mensonge total. Le Negev, parce qu'il s'agit surtout du Negev, qui occupe 60% quand même de la surface de la Palestine, était un paysage qui avait parfaitement sa cohérence à l'époque de la Palestine, où vivent des populations nomades, semi-nomades. Il n'y a jamais eu D'abord, il n'y a jamais de nomade total, il faut le savoir. Hein. Ouais. Tout nomade est sédentaire une partie de l'année. Hein, et puis, il y a des parcours de nomadisme, etc. Il y a tout cela. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle convoque quelque chose qui est très présent, que moi j'ai pu voir dans mes recherches universitaires sur la création d'Israël et l'opinion française. Mais c'est absolument hallucinant de revoir aujourd'hui encore le même discours qu'on avait vraiment au début du siècle même, hein, sur Israël qui fait reverdir le désert. Alors tout ça est basé sur les travaux d'un États-Unien qui s'appelait Clay Laudermilk, qui était un ingénieur agronome et qui a beaucoup travaillé avec Roosevelt à l'époque du New Deal de Roosevelt, et qui avait fait des grands plans d'aménagement, notamment tu es en train de me déconcentrer, mais c'est extraordinaire comme truc. Il me déconcentre. Mais il dit rien, concentre-toi. Sécurité, faites quelque chose. Et donc d'irrigation entre autres. Et l'idée est la suivante. En fait, ces terres-là, que ce soit aussi bien donc en Algérie, dans le regard des colonialistes français, qu'en Palestine, dans le regard des sionistes, eh bien, les déserts sont donc une aberration. Et en fait, ces déserts, auparavant, n'étaient pas des déserts. C'était des déserts extrêmement... c'était des zones extrêmement vertes. Et alors, on va convoquer la Bible. Hein, on va dire la Bible parle du pays du lait et du miel. Comment ça ne pouvait pas être un désert, hein. Ou dans le cas de l'Algérie, on va dire, regardez toutes ces ruines romaines qui existent en Algérie. C'était bien la preuve qu'il y avait une plus grande densité de population. Et donc, où sont passées ces villes, hein. Donc, l'explication, elle a trouvé, ce sont les Arabes. Hein. Ce sont les invasions, bien sûr. Ce sont les Arabes qui, en arrivant, et notamment dans le cas du Maghreb, c'est ce qu'on appelle les invasions ilaliennes au XIe siècle, et dans le cas de la Palestine, eh bien, ce sont les invasions musulmanes à l'époque du calife Omar. Hein. Ce sont ces Arabes qui, en fait, eh bien, ont désertifié la région. Comment ? Eh ben, par l'excès de pâturage. Et puis, j'avais même trouvé quelque chose qui était extraordinaire dans un article du journal Le Populaire, qui est un journal socialiste en 1948, qui disait, vous savez bien, les Arabes, le Bédouin a horreur des arbres, parce que derrière les arbres, son ennemi peut se cacher. Donc, il n'a qu'une idée en tête, c'est de détruire les arbres, hein, pour pouvoir... dégager le paysage, et voilà. Enfin, avec toute une série de... Ah oui, donc ça fait référence à des choses. Alors, je tiens à dire quand même une chose, c'est que le désert, alors on définit un désert par l'isoyète, ce qu'on appelle les lignes d'isoyète, ce sont les lignes qui déterminent les précipitations. Et l'isoyète 300, c'est 300 mm d'eau par an, hein, eh bien, détermine si c'est un désert ou pas, de façon scientifique. Et dans le cas du Sahara, par exemple, on n'arrête pas de dire qu'il y a une avancée du désert. Eh bien, il faut savoir que non. Que la désertification n'est pas du tout due aux hommes,
mais aux variations de température, aux variations climatiques, et même auparavant, avant même le réchauffement, aux différences du réchauffement du soleil même, et qu'on peut observer ça sur le long terme. Et une grosse erreur que le gouvernement algérien post-indépendance a faite, par exemple, ça a été cette idée de barrière verte. C'est absolument hallucinant parce que qui était présenté comme quelque chose de formidable. Avec les arbres ? Oui, planter les arbres tout du long. Eh ben, ça a été une très grosse erreur. C'est une bonne idée. Eh ben, a priori, on pense que cela, mais en vérité, non. En vérité, non, et c'est ce qu'elle explique entre autres dans son bouquin, c'est qu'en fait, eh bien, d'abord, ça s'est fait au détriment de toute l'économie pastorale, de toute l'économie nomade. Et qui permettait de ne pas épuiser les sols, justement. Parce que le nomadisme, c'est un savant équilibre qui s'est fait pendant des siècles et des siècles, et qui n'est pas du tout... Et alors l'idée, et cette barrière verte, au final, d'abord, ça n'a pas tellement marché, et ça n'empêche pas le désert d'avancer, de toute façon. Rien ne peut avancer, parce que les raisons les raisons de l'avancée du désert ou du recul ne sont pas dues aux hommes. Ne sont pas dues aux hommes du tout. Et on a beau planter les arbres, etc. Dans le cas de la Palestine, c'est à peu près la même chose. L'idée comme quoi Israël aura fait reverdir le désert. On peut, bien sûr, créer des oasis. Oui. Il y a quand même, par exemple, des trucs où on a coupé trop de forêts qui ont fait avancer le désert. Alors, deux choses. La déforestation. Parce que les gens vont te dire la déforestation, ça a quand même fait avancer le désert. Alors, la déforestation, c'est pas la déforestation qui fait avancer le désert. Justement, c'est un des mythes coloniaux disant que les Arabes avaient pratiqué la déforestation. Non, mais là, c'est le truc un peu plus. Là, c'est une critique plus récente sur le capitalisme et comment le capitalisme a procéder à une déforestation dans certains territoires. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Le capitalisme en tant que tel, mais pas les hommes, pas les indigènes. Oui, absolument. Oui, la déforestation qui va s'opérer. Et d'ailleurs, on se rend compte que dans le cas de l'Algérie, c'est ce qu'elle dit, la principale déforestation a été faite sous la colonisation. Ouais. Alors que le discours colonial consistait à dire que ce sont les indigènes qui avaient provoqué des déforestations. Et on s'est rendu compte que non du tout en observant. Ou alors ils ont essayé d'imposer des essences qui ne sont pas locales. Or, dans le cas d'Israël, c'est l'aberration. On a imposé 2 essences qui ne sont pas des essences locales, c'est-à-dire l'eucalyptus et le pain à pousse rapide. Le pain Douglas à pousse rapide. Ce sont 2 catastrophes écologiques, en vérité, parce que ça acidifie les sols. Et les épines, d'ailleurs, ne produisent pas d'humus. On a besoin de l'humus qui régénère les feuilles, qui régénère la terre et tout. Et donc, ça a été de grosses catastrophes. Et vous savez qu'en Israël, à chaque fois que vous avez une forêt de pins, eh bien, vous savez que là, les forêts ont été plantées pour masquer les villages détruits. Et je l'ai vu personnellement en Palestine, c'est absolument hallucinant comme histoire. On a les ruines des villages qui ont été détruits, des 600 villages qui ont été détruits, et à chaque fois, pour masquer. Voilà, c'était le cache-misère. Et bref, on peut constituer des îlots de verdure dans le désert, mais avec une dépense énorme. Alors évidemment, on a Las Vegas, on a des choses comme ça. Mais oui, effectivement, c'est possible, mais avec un coût qui est énorme. D'accord, et qui ne peut être supporté que par des économies qui en amont n'ont rien à voir avec ça. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autosuffisance. Lorsqu'on fait reverdir le désert, il n'y a absolument aucune autosuffisance. Alors à Las Vegas, ce sont les casinos, évidemment, on s'en rend compte. Effectivement, on réussit à créer. Et dans le cas d'Israël, eh bien, c'est la vitrine. Les soi-disant couronnes de végétation dans le désert ont servi uniquement de vitrine, de propagande pour l'État d'Israël en disant regardez, on fait reverdir le désert. Ouais. Mais en vérité, Israël aujourd'hui n'est pas autosuffisant au plan alimentaire. Et à tel point que l'économie traditionnelle palestinienne, l'agriculture traditionnelle, était tellement performante qu'aujourd'hui, on empêche même les paysans palestiniens aujourd'hui de vendre sur les marchés israéliens parce que ça crée une concurrence, parce qu'ils réussissent à produire autant pour moins cher. Et alors le fameux goutte à goutte, tout le savoir israélien, d'accord. Mais d'abord, c'est un épuisement total des sols au niveau de la captation des eaux, qui sont totalement au détriment des Palestiniens, avec même des forages transversaux qui ont lieu du Negev sous Gaza. 95% de l'eau à Gaza est quasiment insalubre à cause des forages transversaux israéliens créés sous le désert, par exemple. Bon, enfin, ce sera assez long, alors on reviendra là-dessus, mais juste Donc, les déforestations ou désertifications sont liées et seraient le fait des indigènes par le surpackage, enfin le surpâturage et l'exploitation insensée, parce que vous savez, les indigènes, ils sont tellement bêtes que pendant des millénaires, il fallait attendre que les Occidentaux arrivent, aussi bien en Palestine qu'en Algérie, pour enfin qu'on leur apprenne. Voilà. Alors, cela a permis. Ils n'ont pas de culture en même temps. Ils n'ont pas de culture. On en revient à cela.
Hein, on en revient à cela. Ils n'ont pas réussi pendant 2000 ans à avoir des savoirs. Et par exemple, dans le cas d'Algérie, à chaque fois on invoque quelque chose. On dit comment qu'à l'époque romaine, l'Algérie était le grenier de. Hein, on connaît cette histoire. Que l'Algérie était le grenier à blé de Rome. Bon, bah, c'est complètement faux. On s'est rendu compte que c'est complètement faux. Que c'était un mythe qui a été inventé par les Occidentaux pour dire, regardez, à l'époque où il y avait des Occidentaux, parce que les Romains sont annexés à l'Occident, vous savez. Hein, et du coup, eh bien, ça se passait bien. Et c'est une fois que les Arabes sont arrivés que ça se passe mal. Et que l'Algérie, bah voilà. Bon, bref. Alors tout ça pour vous dire que ce qui est absolument hallucinant, moi je revenais à cela, c'est qu'on est quand même une présidente de la Commission européenne qui est capable de sortir de telles bêtises, hein, de telles énormités. Et surtout, le plus grave, c'est qu'effectivement, ça se passe dans l'indifférence. Tout le monde a admis cette espèce d'énorme mythe. Hein, le mythe du désert qui reflète. On ne peut pas faire reverdir de désert, je ne le dirai jamais assez. Et le désert n'est pas une aberration, c'est une formation naturelle avec différents types de paysages. En plus, il y a 4 paysages différents dans le désert. Hein. L'Ergue, le Règle, le Hamada, d'accord, entre autres, et la steppe, hein, qui est au départ. Et voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les mythes ont la peau dure. Merci. Voilà. Merci Youssef, bravo. Merci, ça va, ça n'a pas été bien. Ça va, bien, c'est pas merci. catastrophique. Je te félicite. On va arrêter là parce qu'il faut qu'on fasse très vite pour l'émission suivante. Il y a Adrien Desnouettes qui est arrivé depuis plus d'une vingtaine de minutes. Pour terminer, encore merci, je rappelle ce livre. Merci Jérémy Piola d'être venu. Je rappelle la sortie de votre livre depuis, ça fait 2 mois là, non? Ça fait oui, c'est ça, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. De Sudalisme, l'imaginaire qui nourrit le racisme. Merci. Achetez le livre. J'ai donné envie de le lire. Écoutez, merci. Il faut que j'apprenne à lire d'abord. Il n'a pas de savoir. On va une association. Merci. Juste peux dire 2 secondes. Alors très vite, s'il te plaît. Le 18 juin, on aura l'occasion d'en reparler. Ah bah oui, non, mais je le dis, non. Le 18 juin, le CRIF appelle à tout le monde à aller commémorer la fête de l'indépendance israélienne, hein, sur le parvis. Non, mais c'est extraordinaire. Au Trocadéro, devant la Tour Eiffel. Et je trouve ça absolument hallucinant. C'est dans la continuité de cela. Hein. Alors c'est super. Allez-y, il y aura Enrico Macias, il y aura tout le monde, ce sera génial. Je plaisante évidemment. D'accord, merci Youssef. Merci Youssef. Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais juste vraiment vous remercier et d'abord de faire ce que vous faites, parce que c'est vraiment passionnant, intéressant. Je suis avec plaisir et de m'avoir invité, c'était un honneur. J'étais très content d'être là avec vous et de partager ça, ce travail sur ce 2e ouvrage. Voilà. Merci à toi. Même, Jérémy. Merci pour vos riches réactions et questions. Merci infiniment. Merci à Samir, militant décolonial. Et merci Omar et tout, à l'équipe technique, à Mehdi. Et on va mettre une vidéo, on se retrouve dans maximum une demi-heure. Merci tout le monde, à toutes.